Donc on va vous parler d'acteurs. C'est un modèle qui permet d'écrire du code concurrentiel et en fait pour écrire des applications distribuées. On se présente pas. Ouais, on s'est déjà présenté, donc tant mieux. Le modèle concurrentiel, qu'est-ce que c'est? En gros, vous avez le parallélisme qui est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Okay, le concurrentiel, c'est l'idée de gérer plusieurs choses en même temps. Okay, c'est deux choses différentes. Il y en a certaines, elles vont évoluer toutes d'un coup. Okay, vous avez plusieurs threads qui vont se lancer et faire leur job. Et le concurrentiel, c'est vous allez avoir plein de tâches à gérer et puis elles vont toutes avancer l'une au fur et à mesure et ça va dépendre de votre scheduler. Lisez plus le Toulon Guidonnerie, à chaque fois on vous le donne, ça c'est pour les gens qui regarderont la presse après. Merci. Donc en gros pour faire ça, on a besoin de primitifs de concurrentiel. Okay, on a du coup les mutex, les sémaphores, les spinlock pour ceux qui travaillent un peu dans le kernel mais à mon avis pas beaucoup dans le jug. Du coup, qui a déjà travaillé avec ça? À main levée, les mutex et les sémaphores. Ok, un paquet de gens. Pour qui c'était une expérience agréable? Ah, bizarrement, toi tu m'as l'air... Ah oui. Ah, très bien, ok. Ok, bah moi c'était horrible. Okay. Le problème de ça, s'il pouvait faire autre chose, merci. C'est que du coup je suis un grand fan des tests unitaires et d'intégration et tout ce qui va avec. Okay. Et donc du coup si vous voulez faire en sorte que votre code marche, ça devient extrêmement compliqué de vérifier ça par des tests unitaires. C'est une couverture de code parce que vous devez en gros gérer tous les cas possibles. Et le seul moyen qu'on a de faire ça, c'est par des méthodes formelles à la TLA+, où le truc va gérer tous les arbres de possibilités. Et en gros, ça devient des maths hyper compliquées. Et de toute façon, on ne peut pas écrire d'un serveur web avec ça. Donc c'est assez pénible. Et donc du coup, il y a une autre idée. Ça nécessite quand même une chose, c'est de pouvoir faire une représentation abstraite, simplifier ton problème, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai rien compris. Non, mais des fois, le problème, c'est que quand tu as ces programmes qui doivent communiquer avec les mutex, il faut pouvoir en extraire juste le modèle qui est derrière le plus simplement possible pour pouvoir le prouver. Ah, oui, il y a toujours la difficulté du saut sémantique. Ah, I get it. Ok, donc juste un peu d'histoire pour arriver. Avant le modèle acteur, on avait plusieurs choses. Et vous verrez qu'on s'en sert toujours. Donc on a les CSP qui sont inventés par Tony Howard. Et donc c'est un truc qui date de 78. Et ensuite le Picalculus, c'est Didier qui veut le montrer parce que moi j'y comprends rien. Par contre CSP, ça je peux montrer. Pas trop vite. C'est pas faux. Donc le CSP, c'est les choses que vous allez retrouver dans Go, par exemple, avec les channels. Vous allez voir que la syntaxe est assez proche. C'est un calculus de process. Okay, donc le but, c'est de gérer des process, faire du code concurrentiel. Donc on a plein de threads et il faut qu'ils s'échangent des messages. Okay, bizarrement, on trouve les channels et GoRoutine dans Go. Donc par exemple, alors ça c'est la syntaxe qu'avait inventé Howard et qui est un peu repris par Go par exemple. Donc là on a un producteur, okay, qui crée un integer et ensuite là il y a une guard. Tant que cette guard est true, okay, il va envoyer un message au consumer. Okay. Donc la flèche caractérise la guard, le consumer on lui envoie le message de MD. Okay. Vous avez la même chose en Go avec la flèche. Okay. Vous avez le sender, vous lui mettez la flèche et vous lui mettez la data. Bizarrement, on retrouve la même chose. On retrouve la même chose, pourquoi? Parce que Rob Pike, le créateur de Go, est un énorme fan des langages CSP. Et donc du coup, ça, ce motif-là, c'est pour dire une répétition. Okay, étoile et crochet. Là, on passe du... Ah oui, c'est vrai qu'on faisait les trucs étape par étape, j'avais complètement oublié, pardon, mes excuses. Donc là, on crée le consumer, donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est un modèle producer-consumer. Le consumer, du coup... ouais, donc il a une répétition, donc c'est comme si c'était une loupe infinie. Okay, tant qu'il reçoit des choses, enfin tant qu'on ne lui envoie pas un signal d'arrêt, il va récupérer un message avec le point d'interrogation. Pour ceux qui ont fait du AK, ouais, c'est ça, avec du Scala, vous retrouvez la même chose. Le point d'interrogation, le point d'exclamation pour l'envoi de message et la réception. Okay, bizarrement, du coup on retrouve cette... oui, c'est déguisé, bon, c'est le point d'exclamation, vraiment. Et du coup on retrouve en fait cette inspiration qui vient de tout ça. Et après on a un simple main, du coup, où on lance le producteur et le delegate que là je crois qu'on montre après. Et je crois qu'il y a... Ouais, ok, donc c'est un consumer, il faut que je corrige. Donc il y a un consumer et un producteur, et en fait, là vous lancez deux threads en parallèle, donc le producteur et le consumer. Okay, donc c'est vraiment des syntaxes qui ont été pensées pour écrire du code concurrentiel qui soit le plus lisible possible. Donc du coup, après,
les modèles distribués, je pense que vous savez tout ce que c'est. C'est juste, on a plusieurs composants placés sur des serveurs un peu partout, ok, et qui doivent discuter entre eux. Ça, on est bon. Vous le faites tous, à mon avis. Et ils discutent comment? Et bien ça, on va le voir. Généralement par du réseau. Alors pour cela, en fait, il y a donc un mineur qui a inventé, enfin, donc, il y a un ensemble de chercheurs qui ont inventé dans les années 80 un modèle formel. Alors le but du jeu, en fait, c'est pas de faire quelque chose de réel, mais c'est vraiment de modéliser. Un modèle formel, donc, qui va permettre, en fait, de représenter cette distribution et cette communication. Cette communication, elle va se faire, donc, par rapport à, donc, on a une grammaire abstraite assez simple, qui est la mise en place d'un processus de communication, de discussion à travers des canaux, donc ce sont des canaux nommés, d'accord. La notion d'exécution simultanée de deux process, le fait de pouvoir créer un canal de communication, un process infini et le process qui ne fait rien. Là, le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir modéliser, à partir de ce calculus, eh bien, un ensemble de problématiques, ça peut être des problématiques de communication à travers des firewalls, etc., en mettant donc des aspects privés sur les new channels, et de montrer surtout l'aspect distribution et communication. Qui dit distribution, donc la notion de message est importante, parce que la seule façon pour que les processus puissent discuter entre eux, ben, il faut qu'ils discutent à travers le réseau. Donc là, le principe, c'est le réseau n'apparaît pas, par contre, il y a des canaux nommés, et donc qui permettent de représenter un petit peu, ça pourrait être nos sockets, etc., si on les ramène sur des modèles un peu plus physiques. En gros, calcul, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans cette présentation. C'est juste en fait une syntaxe en particulier pour résoudre un problème. Donc on crée une sous-syntaxe et elle va nous permettre de définir quelque chose en fait. Et elle aura ses règles de réduction, des choses comme ça. Alors il y a des règles qu'ils appellent des règles de réduction, des règles de congruence. Les congruences, c'est pour montrer l'associativité, la commutativité, c'est-à-dire que deux process qui s'exécutent sur deux machines différentes, quel que soit l'ordre d'écriture, ça n'a pas d'impact, d'accord. Donc il y a tous ces aspects-là qui viennent asseoir un petit peu le modèle mathématique. Et donc les aspects réduction pour montrer en fait comment à partir d'une expression d'un problème, eh bien, on arrive à résoudre ce problème-là juste par un ensemble de réductions. Breakpoint, est-ce que vous avez des questions? Jusque-là, est-ce que ce que vous avez vu, ça vous pose déjà des premières questions? Ou des problèmes? Ouais. Ouais, est-ce que du coup, au niveau mathématique de pi calculus, c'est équivalent au lambda calcul? Il y a des ponts? Non. En fait, les objectifs ne sont pas les mêmes. Lambda calcul, c'était pour représenter le monde fonctionnel, c'est-à-dire représenter l'abstraction application et les variables. Donc, replonger dans le monde des applications, le monde des mathématiques, donc des fonctions et des applications. Le pi calculus, là, son objectif, c'est de montrer vraiment la notion de distribution et de communication de process. Après, il y a d'autres calculus qui sont venus étendre le pi calculus en mettant, on en parlera tout à l'heure, où on va mélanger ces différents calculus, où on va mettre du lambda avec du pi, etc. Il va pas y avoir, ça va être orthogonal, et on va montrer en fait comment, à partir d'un canal, on peut avoir une lambda expression, ce canal va attraper un message et l'envoyer sur une réduction d'une lambda expression, par exemple. C'est tout à fait possible. Il y en a une, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle le M calculus, qui a été fait par Boudol, notamment, il y a d'autres choses en plus, mais voilà, il y a des choses qui ont été mélangées, et ça permet de mélanger donc, les notions de réduction sur le fameux lambda avec ceux du pi calculus, et montrer qu'il y a certaines propriétés. Donc oui, en fait, il y a plusieurs types de calculus, et chacun a son objectif. Quelqu'un d'autre a une question ou pas? C'est long, vu qu'on a une bonne heure devant nous, tu t'en prends le temps. Donc là, le principe de base, vraiment le plus important, c'est distribution, concurrence et message. Et surtout, on communique par channel. Et on voit ça de plus en plus dans les autres langages, en fait, par exemple Go, peut-être Kotlin a commencé à rajouter les channels. Donc, oui, c'est un langage. Tout à fait, oui, il y a le channel dans les Kotlin. Ok, par exemple Rust a ses channels. En gros, tous les langages modernes commencent en fait à implémenter cette idée-là pour faire du code concurrentiel. Et pourquoi on a besoin de ça? C'est juste parce qu'on a des gros serveurs avec plein de corps dessus. Et on essaie de faire plein de choses, du coup. Mais si on n'est pas capable d'écrire du code concurrentiel, parce que pour l'instant on n'a que des mutex et des sémaphores, c'est très compliqué, on est obligé d'utiliser quelque chose comme ça. Parce que ça nous facilite vraiment la tâche. Oui, il y a deux questions. Vas-y. En fait, quand on dit généralement modèle acteur, on dit communication par message. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient par. Et ça va arriver. Ouais, oui. Ça va arriver juste après. Tu vas voir. Et ce que tu appelles channel, c'est que moi j'ai compris des coroutines en Kotlin, c'est-à-dire que tu as un plus ou moins scheduler dans le JVM qui organise des morceaux de
Non, c'est un objet que tu vas créer qui va te permettre d'envoyer des messages et qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir les collecter. C'est quelque chose en plus. Les coroutines, c'est une façon d'exécuter. Tu m'arrêtes si je me trompe. Les coroutines, pas les goroutines. Les coroutines, c'est le modèle exécution. C'est ce qu'on appelle, on n'en parle pas ici, mais c'est ce qu'on appelle, c'est du scheduling coopératif et pas préemptif. Ça veut dire que la notion d'IO, etc. sont bien pris en compte. Ça veut dire que quand tu rentres dans de l'IO, ça lâche la main et c'est quelqu'un qui reprend la main. Par contre, si tu fais du thread, si tu es sur une IO, tu es bloqué. Donc la grande différence déjà entre les coroutines, etc. C'est les notions de fibre et de thread. Hein, mais on ne va pas entrer là-dedans. Et les notions de canal, en fait, c'est de mettre un point de communication, un tuyau, dans lequel tu envoies des trucs et tu récupères tes messages de l'autre côté. Et ça permet de faire sauter, comme ils disaient, les locks, parce que quand tu es en calcul distribué, tu mets un lock, ben, le deadlock, il peut vite arriver. Alors que là, il n'y en a pas. Et le but du jeu, c'est vraiment de s'en détacher. Et donc, du coup, cet aspect deadlock, eh bien, il viendra d'une autre façon, sûrement, par exemple, par une famine de messages, typiquement. Voilà, ça c'est le type de deadlock. Mais c'est plus le deadlock qu'on a l'habitude de voir, c'est un deadlock fonctionnel. On ne produit plus de données, donc il n'y a plus de consommation, donc ben, tout le monde fait dodo. Ce qui peut être un mécanisme standard, hein, qui peut être tout à fait standard. En fait. Pour vraiment faire une analogie, c'est comme si tu avais une boîte et tu déposais des choses dedans. En fait, moi je suis producteur, je dépose des trucs dedans, et il y a bien quelqu'un qui va les récupérer, et en fait c'est comme ça qu'on s'échange, c'est comme ça qu'on communique, quoi. On communique en s'échangeant de la mémoire. Et ça on le fait depuis des années avec des sockets. Hein. Mais voilà, on remonte ça à un niveau fonctionnel beaucoup plus haut, parce qu'on l'a au sein de l'application elle-même. Les sockets, ça va être entre deux serveurs, entre un client et un serveur. Là, c'est vraiment au sein de deux composants dans le même bloc logiciel, ou pas d'ailleurs, mais avec le multithreading ou la notion de fibre avec les coroutines. Donc on remonte ce principe-là plutôt dans le langage. Là, on le remonte vraiment dans le langage comme un principe de base. Quelqu'un d'autre, juste, on continue sur les acteurs? Moi, ça me va. Bah, go, les acteurs. Alors, les acteurs. Ça ressemble à ça. Alors, c'est à moi de le faire. Ah oui, c'est à moi de le dire. Alors, les acteurs, ben, on va le résumer simplement comme quelque chose de borné, de fermé, qui va posséder des ressources, donc on va appeler ça un état, des ressources, et qui va agir comme un service. D'accord ? C'est-à-dire, on va lui demander de faire des choses, et il va le faire. Et il pourra répondre s'il veut ou pas. Ça va dépendre de la façon dont on va établir le mode de communication, le mode opératoire entre l'acteur et ceux qui vont interagir avec lui. D'accord ? Alors un acteur, eh bien, on va regarder un petit peu l'anatomie d'un acteur. Grosso modo, à quoi ça ressemble, il faut le voir comme une boîte. D'accord ? Dans cette boîte, il y a ce qu'on appelle l'interface. Alors l'interface, grosso modo, c'est pas compliqué, c'est l'ensemble des messages qu'il va être capable de traiter. La totalité des messages qu'il est capable de traiter, grosso modo, c'est le protocole qui va permettre de mettre en évidence en fait le mode de discussion qu'il y a entre le monde extérieur et l'acteur. L'ensemble des messages donc entrant. Alors ça s'appelle interface. Il ne faut pas faire d'amalgame avec des interfaces Java, etc. Ça y ressemble un petit peu si on regarde l'aspect appel. Mais là, c'est vraiment les messages. C'est vraiment des messages plus à la small talk où on envoie des messages. Cette interface, elle va englober, elle va permettre de protéger deux choses. Une première chose qui est ce qu'on appelle le behavior, c'est-à-dire son comportement, le comportement d'un acteur à un instant T. Donc on verra qu'en fait que ce comportement peut varier. Et l'état associé à ce comportement, d'accord ? Les deux travaillent de pair. Okay ? C'est très important. La première chose qu'il faut voir, c'est que là on a vraiment la notion de borne et que l'état et la base de connaissances, donc son comportement, sont protégés. D'accord ? On ne peut pas y accéder de l'extérieur. La seule façon d'y accéder, en fait, eh bien, c'est de passer par ce qu'on appelle une boîte aux lettres, une mailbox. D'accord ? Donc la seule façon d'interagir avec un acteur, eh bien, c'est de poster quelque chose dans sa mailbox. Il va y avoir ensuite un dispatcher derrière dont on ne parle pas, qui va prendre les mailbox et qui ensuite va les activer l'acteur et demander à l'acteur d'exécuter le comportement associé au message qu'il vient de recevoir. D'accord ? Donc l'acteur va traiter ce message par le biais de la behavior et de l'état associé. Donc pour ce faire, on a besoin d'une chose, on va avoir besoin d'avoir un référent ou une référence. C'est-à-dire, grosso modo, c'est à un moment donné dans votre programme, vous avez une sorte de pointeur, c'est un objet qui va vous permettre, un objet au sens propre du terme, un objet qui va vous permettre en fait de demander à l'acteur de faire un travail. On ne demande pas à l'acteur de le faire, on demande à une référence. On va voir que c'est très important. Donc on discute par le biais de cette référence, on va lui dire, ben, à cette référence, traite-moi ce message. Donc le fameux banc de tout à l'heure, ça s'appelle tel, donc on va faire la référence, exécute-moi ce message.
Donc d'un point de vue physiologique, comment ça se passe? Eh bien j'ai un message, j'ai une enveloppe. Alors l'enveloppe, pourquoi elle est importante? Parce qu'elle possède l'adresse. Enfin, l'enveloppe, c'est par rapport à la référence, d'accord? Elle contient une donnée. Là, la donnée, ça va être notre message. Donc la référence que je possède, je vais lui dire, eh bien, exécute-moi ce message, envoie-moi le message. Le message est posté sur la mailbox. Le dispatcher, donc, lui, voit que la mailbox est pleine. Pas pleine, il y a un élément. Il va demander à l'acteur, exécute-moi le comportement associé à ce message. Donc là, il y a un travail savant entre le behavior et le state. On va voir jusqu'à quel point ça peut être savant. Et évidemment, un acteur, eh bien, il peut avoir aussi des références vers d'autres acteurs et donc eh bien, poster d'autres messages. D'accord? Donc on voit bien qu'il va y avoir un travail coopératif entre acteurs qui va se mettre en place, mais par le biais de messages. Alors là, il y a une chose qui est importante à voir, c'est que le fait de passer par mailbox, ça casse le synchronisme et on passe sur un modèle asynchrone, c'est-à-dire qu'on envoie le message et on s'en va. D'accord? Bon, enfin, on va voir qu'on peut... Après, il y a des méthodologies différentes pour le traitement du message. Mais fondamentalement, on est sur vraiment un modèle purement asynchrone. Et donc la partie service qui est prise en charge par la behavior, eh bien, elle est indépendante autonome, elle gère son état de manière unique et autonome, et donc plus personne vient lui écraser son état. Donc pas de mutex, pas de spin lock et pas de sémaphore, encore moins. Il est immutable. Et franchement, c'est beau. Il peut être immutable, l'état. Ça dépend de la façon dont on l'implémente. On va voir les éléments du code. Non alors, les axiomes. Il y a 3 axiomes. Ouais. C'est toi ou c'est moi? Non, c'est toi. C'est moi. Alors en fait, il y a 3 axiomes. Ce qu'on appelle les axiomes, en fait, c'est ce que peut faire un acteur par rapport au système d'acteurs. Un acteur va pouvoir d'abord, eh bien, s'il veut accroître d'une certaine façon les possibilités de calcul ou même le système, il va pouvoir créer un autre acteur. D'accord? Donc il y a une notion de filiation qui va se mettre en place. Ou alors, il peut remplacer un acteur qui vient d'échouer. Assez souvent, quand on est en AK, c'est souvent la règle de filiation fait que si un acteur échoue, il va escalader vers son père, et le père donc va, suivant donc la façon dont on l'a programmé, décider de relancer ou ne rien faire, de loguer ou d'escalader. D'accord? Donc ça, c'est des politiques. Donc là, la première chose, c'est comment je travaille vis-à-vis des autres acteurs en termes de création. Donc je peux les créer ou je peux les remplacer. On pourrait même d'ailleurs les tuer. Ça, on n'en parle pas, mais on peut les tuer. Ils les appellent des poison pills. Le deuxième axiome, c'est un acteur est capable d'envoyer un message à un autre acteur à travers ce qu'on appelle, alors ça c'est le terme consacré, c'est ses acquaintances, c'est ses petits copains. Donc ça c'est l'ensemble des acteurs avec lesquels il peut discuter, l'ensemble des références d'acteurs qu'il possède. Trop vite. Et le troisième, qui est important, c'est la behavior, donc le comportement, eh bien, qui définit ce qu'il faut faire quand il reçoit un message. Donc ça reprend un petit peu ce que j'ai expliqué. Donc ça, c'est les 3 principes de base d'un système d'acteurs. Capable de créer d'autres acteurs, il est capable d'envoyer des messages à des acteurs, et il est capable il a un comportement à un instant T donné. D'accord? Il n'y a pas de receive, si vous voyez bien. Il n'y a pas la notion de j'attends un message, c'est j'envoie des messages. L'attente, en fait, c'est la behavior. Elle est cachée. La notion d'attente de message, en fait, c'est la behavior qui la met en évidence. D'accord? Donc on va voir que c'est un peu subtil ce côté-là. Alors, qui a jamais fait de Scala dans la salle? Ok, un paquet de monde, donc on va expliquer les syntaxes s'il y a des trucs compliqués. Mais c'est Didier qui doit s'en charger. Alors, il faut savoir qui fait du Kotlin. Bon, tout le monde est habitué avec les constructeurs où maintenant les paramètres sont remontés au plus haut niveau de la déclaration de classe. Ça, on n'en parle pas. On est d'accord? Oui? Non? Bon. En fait, le constructeur, il est là-haut. Donc en fait, on va définir une classe qui est les classes énergie. Donc on va voir en fait que cette classe, on l'utilise réellement nous. Cette énergie va posséder 2 valeurs. Une première qui est la valeur de l'énergie qu'elle porte. Et le deuxième qui est une référence d'un acteur. Donc c'est une acquaintance typiquement, d'accord? Et qui va être la région. Donc en fait, on verra tout à l'heure dans quel cas ça s'inscrit. Et du coup, ça c'est le même constructeur. Hein. C'est juste que les gars de Scala, ils vont trouver ça intelligent de mettre des parenthèses pour chaque truc. Mais c'est normal, c'est ça la classe énergie. Il faut le voir comme une fonction qui prend 2 paramètres. Oui, bien sûr. C'est tout simplement ça. Oui, bien sûr. Allez, si tu peux faire énergie de int, en fait, il attend un acteur. C'est très bonne idée. Et tout ça, évidemment, ça attend la classe acteur, qui est la classe dédiée, la classe dédiée dans AK.
Ensuite, on doit définir deux fonctions. Une fonction qui s'appelle receive, qui est la fonction de départ. C'est la behavior de départ défaut dans un acteur AK. Il faut la définir à chaque fois. Ça, c'est vraiment le behavior qui se retrouve dans cette fonction-là. En fait. Voilà. Ouais. Là, on parle pas en fait de nouvelle API. Quoi? Qu'on étend de actor type. Donc, non, actor type, c'est on n'a pas fait de type d'AK. En gros, là, on utilise AK, donc le framework qui fait l'implémentation des modèles acteurs pour Java et Scala, et qui est globalement le framework le plus utilisé. Vous le retrouvez notamment dans Fortnite, ce super jeu. C'est truc à coup de bazooka. Tu parlais de type d'AK? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que type d'AK, le problème c'est le sender, il est compliqué parce qu'il faut le mettre dans le paquet d'événements, etc. Ça rend les choses plus obscures. Mais c'est beaucoup plus sûr. D'ailleurs, je vais en parler, je vais dire pourquoi c'est mieux type. Du coup, on change le comportement type via juste la logique dans le code. Ouais, en fait, la behavior, elle sort en fait, et ensuite, quand on fait un attachement, elle est éclatée de l'acteur, tout à fait. En gros, ce que le monsieur est en train de dire, et c'est très pertinent, c'est que vous, ici, du coup, dans ce case-là, donc du coup, je reprends le truc. Là, donc du coup, c'est comme si on avait un pattern matching, en fait. C'est ta pattern matching. Ouais, alors là, chacun a sa définition du pattern matching, mais ok. Donc c'est un pattern matching, pour les faire plaisir, où on va recevoir le message try consume, ok. On peut avoir des arguments, donc passer un payload à ce message-là, et dès qu'on reçoit un message try consume, on va exécuter ces actions-là, ok. Le problème du coup de AK et avec Scala, et comme c'est un langage pourri, je suis filmé. Non. C'est l'implémentation de AK qui est non typée, qui peut c'est ça. Et donc du coup, les acteurs ne sont pas typés, ce qui fait que vous ne définissez pas ici quel type de message vous allez recevoir. Donc en fait, on peut même vous envoyer des messages que normalement vous n'êtes pas censé recevoir. Ok, donc en fait, il y a un default ici, comme si vous avez un switch case avec un default ici là, qui est caché par AK et qui vous le génère automatiquement. Et quand vous recevez des messages en fait qui ne vous sont pas destinés, en fait, il les tue. Il fait un dead letter. Ok, ça marche bien AK. Et donc en fait, on retrouve nos trois axiomes de base qui sont. Alors là, on n'a pas la notion de création, donc les deux seuls. Donc là, on va demander à notre objet énergie, il y a quelqu'un qui dit, moi je voudrais te consommer. Donc s'il est dans cet état et qu'il reçoit un try consume, et bien, il va dire au sender, donc là, le sender, c'est l'acteur qui l'a contacté, qui lui a dit, est-ce que je peux te consommer? Le sender, il va lui dire, bon, ben, tu m'as consommé, je change cette valeur-là. Il va demander à son acquaintance, qui est la région, détruis-moi, d'accord? Donc là, on distingue les deux pour pas qu'il y ait de confusion sur les messages, pour bien séparer l'espace de nommage et l'espace des messages reçus par les régions et par le sender dont on ignore le type, si on regarde bien. Et ensuite, on demande donc au contexte, on dit le contexte en fait, c'est ce qui régit en fait tout l'acteur. Eh bien, je voudrais changer ma behavior et je voudrais qu'elle passe en consume. Et le consume est juste en dessous. D'accord? Donc on va changer le comportement de l'acteur après réception d'un message. Et là, le nouveau comportement consiste à dire, comme je suis consommé, eh bien si on m'envoie un message qui peut-être try consume, et je n'y réponds pas, parce que je suis consommé. Et je suis consommé jusqu'à ce que le destroy demandé par la région soit effectif et que je meure réellement et que je disparaisse du système. Donc là, il y a une chose qui est très importante, c'est le become permet vraiment de changer en fait l'état, le comportement. D'un point de vue, si on le met sur un aspect formel, c'est un truc assez important parce que ça permet de nous gérer ça comme si on était une machine à état. Donc on a un automate avec une machine à état, et donc on peut vraiment réfléchir en faisant une machine à état, et ensuite plaquer notre machine à état avec la notion de behavior et d'état des acteurs. Et du coup, deux choses, c'est qu'on retrouve la syntaxe OR en fait, avec ce fameux point d'exclamation, mais c'est juste syntaxique. En fait, on vous a bassiné pas mal au début avec des maths et des choses comme ça. C'est juste pour vous dire que le modèle acteur, il s'en fiche de son implémentation. Vous pouvez le faire en n'importe quoi. Didier l'a fait en Kotlin, ça existe en Rust, vous allez le trouver dans tous les langages. Okay. L'important, c'est qu'il faut juste que vous ayez cette isolation mémoire, okay, donc cette unité qui est votre acteur, votre unité de computation, le truc de scheduler et tout ça, mais ça, ce sera votre framework de le faire. Et ensuite, qui communique par message, et surtout que vos acteurs aient les trois axiomes. S'ils n'ont pas le create, le sender et le become, bonne chance. C'est pas un vrai système d'acteurs. C'est pas un vrai système d'acteurs. J'ai une question.
Oui. Ouais. Si jamais tu reçois notre try consume pendant que tu es en train de le faire, Ici, comment ça se passe? Ouais. alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est dans la mailbox, donc on va en parler après. Alors, ce qui nous permet de régir en fait le côté pas de deadlock, c'est que à un instant T, un seul message, entre 0 et 1 message sera traité par l'acteur, jamais deux en même temps. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'accès concurrentiel. Donc, si ton try consume est en cours de traitement, s'il y en a un deuxième qui arrive, il reste dans la mailbox. Il rentrera, il sera traité, dans celui-là, ça sera fait. Donc c'est quand on sortira de ce bloc-là. Donc le BICOM sera déjà consommé, et donc du coup, en termes d'automate d'état, on partira sur le consume, et c'est très bien. C'est vraiment cette notion de thread, de flot d'exécution qui traverse un acteur à un instant T. 0 ou 1, parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a rien. Donc la mailbox, elle a une capacité? Oui. Ouais. Alors, pas tous. Il y a certains langages qui arrivent à s'en passer de la capacité. Tu as le boulot sur Go avec les channels, si tu fais une implémentation en Go des acteurs et que tu vas sûrement utiliser les channels. Ken Thompson a fait le boulot de gérer des stacks en fait, qui n'arrêtent pas de grandir. Et en gros, la limite, c'est que c'est ta stack en fait. Et du coup, ça va exploser peut-être un jour. Mais normalement, tu peux être infini. Ça va dépendre en fait de ton implémentation. Alors après, je ne connais pas la politique, personnellement, je ne connais pas la politique qui est proposée par AK en cas d'atteinte de limite. À mon avis, je pense que ce soit des rejets de messages, ce genre de choses, pour être correct. On va pas je pense que ça part directement dès le letter. Le but, c'est qu'il ne faut surtout pas que le système crash, notamment Erlang, comme parlait monsieur. Le système doit toujours tourner, en fait. Donc c'est pour ça qu'au pire, juste le message sera tué. Et en fait, ton acteur, t'espères qu'il va boucler, en fait, enfin c'est toi qui vas le coder, hein, donc t'espères avoir codé le truc, la loupe qui fait qu'il envoie des messages tant qu'il ne réussit pas, quoi. Il faut savoir que le crash fait partie du système. Ouais, mais ça, on va y arriver sur le recovery. Mais ça fait partie des principes de base. Ouais. Du coup, on peut appliquer du back pressure On le voit pas là. En gros, vraiment, le back pressure, ça va être géré vraiment par ton framework. Normalement, toi, tu es censé coder que ton unité de computation, comme je disais, c'est vraiment l'acteur. Tu n'es pas censé vraiment toucher... ouais, sauf avec AK et tout le bordel, mais... Non. Tu pourrais le faire. Ah, parce que tu fais un tampon d'acteur, tu crées un autre acteur, tu pourrais refaire ton propre back pressure, typiquement. Mais ça, on le verra après, c'est que si ton acteur, typiquement, tu as décidé d'avoir un volet, par exemple, de 50 événements que tu as traités, et tu estimes, ça c'est dans ta façon d'implémenter, tu estimes que tu dois avoir un message de retour pour dire l'événement a été traité, pour pouvoir le dépiler. Donc si ton événement, tu reçois un nouvel événement et que ton truc est plein, tu peux très bien dire, en fait, je le remets dans ma mailbox plus tard et il reviendra plus tard. Donc tu as un moyen de prendre un événement, de dire je ne peux pas le traiter maintenant, plus tard. Et donc en faisant ça, tu peux réimplémenter le back pressure entre deux acteurs, oui. Mais c'est chaud, mais c'est faisable. Moi j'ai fait des trucs comme ça sans acteur, ça se fait, hein, ça se fait sans problème. Après tu gères ça avec des futurs, donc tu peux réimplémenter les futurs par-dessus si tu veux, etc. Et donc à partir de là, tu dépiles tes futurs et tu réinjectes les événements quand tu peux pas. Non, mais... On continue? Oui, on va pas s'arrêter. Parce qu'on est à une demi-heure déjà. Ah bon? Ouais. Ah, c'est vrai qu'on faisait ligne par ligne. Bon, passons. Allez hop. Ok, donc ça en fait on va vite la passer parce que comme on l'a dit, c'est vraiment le seul moyen de communiquer avec des acteurs, c'est en s'échangeant des messages. Ok. On peut accepter des effets de bord, par exemple si vous voulez faire des timeouts, des choses comme ça, le modèle acteur ne le gère pas ça de base. En fait, il faudrait que vous renvoyiez tout le temps des messages à vous-même et que vous regardiez le temps et après faire un contexte de BICOM. Là je suis en train de perdre tout le monde, mais en gros, normalement tout est géré par le modèle. Mais les choses crânes, on va en faire, c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Alors, à titre indicatif, le timeout, le timeout, on l'a codé par un événement. On se prend un timeout. En fait, on a un acteur. Ouais, on l'a fait, ouais. Okay. C'est moi qui l'ai fait. Ouais. Mais en fait, on demande à un acteur, tu m'envoies un timeout, tu m'envoies un message timeout, et puis on le reçoit. Et donc là, en fait, on se prend un message qui va correspondre à un scheduler qui, à un moment donné, à l'arrivée du timeout, il nous envoie le message, je dis bon, mais c'est bon. Ah oui, on l'a fait. Et donc là, en fait, on le programme nous-mêmes aussi. Donc il y a des facilités scheduling derrière pour faire ça. Bon, du coup, on évite tous les problèmes de concurrence. Okay, data race et tout ça, ça saute. Un truc important aussi, c'est qu'il faut penser acteur tout le temps. C'est-à-dire il faut essayer d'être le plus généraliste possible, pas essayer d'utiliser des bidouilles non, être le plus... Si on rend les acteurs, autant l'être jusqu'au bout. Il ne faut pas y aller en mettant le petit pied de... Non, direct, tout.
Donc du coup, celle-là on peut la passer. Donc c'est vraiment aussi l'idée de partager de la mémoire plutôt que de travailler sur une mémoire partagée. Qu'est-ce qui se passe en fait si on travaille sur une mémoire partagée? Par exemple, si je mets un billet de 10 €, j'ai pas de billet de 10 €, mais imaginez tous. Ok, ouais. Quelqu'un a un billet de 10 €? Non. Personne ne veut partager, c'est dingue ça. Voilà, je le mets ici, là. Ok, donc c'est moi qui ai cette zone mémoire que vous ne voyez pas. Et si je fais ça, vous la voyez. Voilà. Donc ça, là, imaginons qu'il y a un billet de 10 € et c'est moi qui ai la mutex. Ok. Au moment où je lâche la mutex, donc le lock que j'avais, vous tous là dans la salle, vous êtes tous des threads. Qu'est-ce qui va se passer? Il y en a certains qui vont rien faire, il y en a certains qui vont essayer tous d'attraper ce fucking billet et choper le lock. Okay, donc c'est là où on arrive au problème de data race. Toutes ces choses-là sont enlevées parce que du coup, on s'échange de la mémoire, okay, donc c'est message plutôt que de travailler sur cette mémoire partagée. Donc tu me donnes le billet. À qui? Ah oui, c'est potentiellement en fait c'est plus moi qui vais donner le billet à quelqu'un. En gros, je vais dire j'ai un billet de 10 €, qui le veut, vous allez tous m'envoyer un message. Là, je choisirai quelqu'un de façon très random et basé sur un fair algorithme dont je ne donnerai pas le nom. Et après, du coup, je renverrai un message à quelqu'un en disant voilà, t'as le billet. Donc voilà, donc cette histoire de mailbox, c'est donc un acteur qui a aussi sa mailbox envoie un message et le dépose dans la mailbox de l'autre. Alors, après, on a donc l'idée de la communication, c'est pour optimiser la performance, on va faire du zéro copie. C'est-à-dire pas de nouvelle allocation de mémoire, ça va être géré par votre framework. Ensuite, il y a la notion d'immutable message. Là, j'avais un papier pour illustrer ça. Mettez écrit dessus, c'est génial. Ah, qu'est-ce que t'as écrit? C'est fou. Hein. Non, mais c'est les corrections qu'on doit faire sur le slide. Monsieur, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose? Juste un simple mot. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on... Non, c'est bon ça. Toto, ah oui, ok. J'ai du mal. Et je comprends pas d'où ça vient Toto en informatique. Toto, à chaque fois, Foubard. Bon, bref. Donc, monsieur est un acteur, ok? Chose, c'est que moi et monsieur aussi, on est des acteurs. Lui, il envoie ce message-là avec marqué Toto à cet acteur-là. Ouais, d'accord. Donc, il le dépose dans sa mailbox est ici. Donc, il va le lire. Et après, tu le lis 1, 2, 3. Toto. Non, c'est... il est pas... Ok, merci de la participation. Non, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rajouté un E au moment où il l'a lu. Ça veut dire qu'en fait, le message est erroné. Okay, si du coup, on ne travaille pas sur des messages qui sont complètement immutables, ce qui fait, c'est qu'on va dégrader les messages, avoir des data races, et c'est surtout pas ce qu'on veut. On va bien servir le papier. Ensuite, il y a l'histoire d'acquaintance, donc c'est un nom compliqué en fait pour dire que, en gros, les acteurs, pour qu'ils se communiquent entre eux, il faut qu'ils se connaissent au préalable. Donc en fait, dans le create, par exemple, d'un acteur, vous allez passer la référence des autres acteurs. Okay, et après, sinon, vous pouvez faire des espèces de acteurs register qui vont, à chaque fois, un acteur va aller, une fois qu'il est créé, s'enregistrer dans cet acteur-là, et ensuite, il sert un peu de base pour tout le monde. Okay, mais on est toujours au modèle acteur. Alors ça dépend du modèle. Par exemple, le modèle AK, si tu as le droit de modèle standard, tu peux demander, tu as le contexte, tu peux demander au contexte au moins un acteur qui correspond à un certain critère. D'accord. Je vous l'ai dit, AK, c'était pas une bonne implément. Si tu prends type d'AK, tu peux pas faire cet objet de passer par un objet à un acteur qui s'appelle, je sais plus, alors moi je l'ai refait en Kotlin et je l'ai appelé le directory, mais c'est un autre nom. Et en fait, là tu passes sur du typage, donc tu es obligé de demander, moi je veux un acteur de tel type. Mais par contre, voilà. Donc il y a un moyen de faire ça. Il y a aussi un autre moyen d'augmenter ses acquaintances, c'est qu'un acteur vous envoie d'autres références d'acteurs. C'est-à-dire que vous avez un acteur de référence et il y en a un qui vous alimente un acteur en référence. Et donc, le message peut lui aussi contenir des références d'acteurs. C'est pas interdit. D'accord. Donc là, on voit de suite que les messages peuvent avoir une sémantique sur la fonctionnalité, mais aussi dire bah tiens, je t'envoie des copains là, je t'envoie des références sur des copains et tu vas pouvoir discuter avec eux. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé qu'on pouvait tuer des acteurs. Oui. Donc un acteur qui meurt, qui est référencé par d'autres, enfin qui est référencé chez d'autres acteurs, comment ça se passe? Là, il va falloir gérer par toi-même. C'est là le gros problème. En fait, le système va tenir. Parce en fait, tout ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu vas attraper la référence de cet acteur, tu vas lui envoyer des choses et ça va finir en dead letter. Donc ton système ne va pas tomber, mais juste... bon. C'est une bonne question, parce que typiquement, quand on implémente le fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle, le gars qui est en bas, là, enfin bon, le directory, bas, typiquement, quand le directory dans TypeDK, tu dis j'enregistre cet acteur, enfin telle référence d'acteur avec tel type, si ton acteur meurt, il va falloir l'effacer. C'est-à-dire que tu as toute une mécanique
d'enregistrement, mais de désenregistrement pour le sortir, qui est d'une complexité absolue, parce que ça doit remonter, etc. Et tu tombes assez souvent dans des problèmes de poule et d'œuf. C'est-à-dire que tu dois créer le système, je suis en plein dedans en fait. Et comment on crée tout ce bordel en fait? À un moment donné, il faut créer un acteur qui doit créer un autre, et qui doit en fait... Ça devient compliqué. À un moment donné, ça devient très compliqué. Et ces références pendantes, c'est un vrai problème. Oui. Parce que d'autant plus, si je comprends bien aussi, vu que tu es un mécanisme où c'est que tu déposes des messages, Oui. potentiellement tu ne détectes même pas qu'il est mort de l'autre côté, puisque Ouais. ça part en DDTer, mais toi tu ne le vois pas. Ça va dépendre en fait de qu'est-ce que tu utilises, et ça tu vas le voir après. Tu vas le voir après. Après, du coup, le dernier point, c'est que c'est pas déterministe. Dans le modèle, en gros, vous envoyez des messages, vous envoyez un premier message, vous envoyez un deuxième message, monsieur, je t'envoie un message, l'ordre compte pas. C'est vraiment, ça va dépendre en fait de l'implémentation, et c'est pas marqué comment on doit faire. Alors dans un cas, normalement, si un même acteur envoie 2 messages à un autre acteur, la séquentialité est préservée. C'est tout ce qui est dit. D'accord ? Ça pourrait être doublé. Hein. C'est déjà bien. Dans certains, c'est pas quelque chose qui est établi, qui est écrit dans les tablettes de la loi. Hein. C'est parce que c'est dans la cas, c'est comme ça. Après, c'est une propriété quand même qui reste agréable. C'est que si vous voulez faire des protocoles, si vous voulez refaire par exemple le protocole TCP/IP avec des SYN et ACK, bah, c'est bien quand même d'avoir la séquentialité typiquement. Sinon, on est... Sans déconner. Non, tu crois? Alors, du coup, les acteurs, ils ont aussi une adresse quand ils s'enregistrent. Donc cette adresse-là, en fait, c'est vraiment comme une adresse URL. Okay, donc là, par exemple, j'ai un acteur de storage, en fait, event storage. Et en fait, il faut voir la différence entre une adresse et une référence. Donc, comme on vous a parlé tout à l'heure, avec le sender et des choses comme ça. Donc en fait, un acteur, enfin plusieurs acteurs peuvent être sous la même adresse. On passe parce que, en fait, c'est en multi. Voilà. Donc c'est une MN relation. Ok, mais après, en fait, on peut avoir des sous-adresses en dessous, du coup. Et ça permet, en fait, par exemple, de faire du load balancing ou des choses comme ça. Parce que vous allez voir, en fait, que les acteurs, ils sont pas forcément là où vous attendez. Parce que comme c'est fait pour le modèle distribué, vous pouvez avoir un acteur sur un nœud 1, un autre acteur sur un nœud 2, ok, mais qui ont la même adresse, mais pas forcément les mêmes références. Ok, c'est comme ça qu'on peut faire du load balancing. C'est beau, c'est géré par le modèle. Du coup, alors, pour répondre à ta question, du coup, pour les messages, on va faire ça très vite parce qu'il faut qu'on avance. Tu peux avoir aussi, au niveau de l'API, des futurs et des promesses. Okay, donc, par exemple, quand on envoie un message, en fait, on peut passer sous l'idée de futur et se dire si je n'ai pas reçu le message, du coup, j'ai un erreur. Okay, enfin, s'il n'a pas reçu le message, j'ai une erreur. Ensuite, il y a, alors là c'est un peu plus philosophique et un peu plus brainfuck, le performative et l'ontologie. Le performative, en fait, c'est, il faut choisir les bons noms de messages. Okay, en gros, par exemple, le problème qu'on a avec, enfin, que moi j'ai, je ne sais pas si vous l'avez, avec HTTP par exemple, c'est qu'on n'a que quelques verbes, on a 5. Get, post, put, j'ai jamais compris à quoi il servait celui-là, soyons clairs. On rigole, mais... Tu peux en avoir plus. Hein. Non, mais personne s'en sert de ce truc. Delete, batch, head. Mais head, ça veut rien dire. Okay. C'est juste pour... Oui, ok, quand tu fais un curl pour vérifier que ton truc est pas mort, quoi. Et, mais sinon, il sert à rien, batch, je comprends à peine. T'as dépassé les 5. Ouais, mais je suis toujours sur la même merde. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait ça, que je reviens. En fait, ça dépend de la base, en fait. Faut Ouais. choisir sa base. Donc c'est en base 5. Et donc, et voilà, tu vois, qu'est-ce que je veux dire. Donc l'idée, c'est vraiment choisissez bien le nom des messages, parce que c'est ça qui rend explicite. Ensuite, l'ontologie, c'est quelque chose d'assez... là, on peut facilement l'expliquer à des Toulousains, vous allez comprendre de suite. C'est qu'il faut qu'on ait le... Ouais, ben, on va reprendre cet exemple, il marche bien. Il faut qu'on ait le même niveau de langage. Okay, par niveau de langage, j'entends que quand on parle en utilisant certains mots, il faut que c'est la même définition. Il y a un exemple qui est génial, c'est pain au chocolat. Ok, soyons clairs. Pain au chocolat, vous dites ça à quelqu'un du Nord, bon, il va sortir ce que ça va sortir, nous ça va sortir, enfin, pain au chocolat, c'est une chocolatine, ok? Soyons clairs. Et donc du coup, si vos acteurs n'ont pas le même niveau d'ontologie, c'est là où ça va casser, parce qu'un acteur va envoyer un message à un autre acteur, il ne va pas le comprendre de la même façon peut-être. Donc il faut être clair en fait quand on est sur la définition de nos messages. Ah oui, deliver advance, je ne sais rien, j'ai oublié. Il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de répétition dans la matrice. Ah oui, c'est vrai. Message processing. Ah, oh, fais-le. Alors, message processing, en fait, c'est la façon dont on va traiter le message. Alors,
on distingue, il y a différentes façons de distinguer la façon dont on va traiter le message. Le premier, c'est ce qu'on appelle des paradigmes. Alors, il y a tout un papillon, pour vous donner référence si vous voulez, qui font un tableau de tout ça. Paradigme, c'est tout simple, c'est quel type de langage utiliser. Si on prend un langage fonctionnel sans effet de bord, sans mutabilité, le paradigme nous permet de dire en fait que l'implémentation de l'envoi de message est fortement immutable parce qu'elle fait partie, elle est inhérente au langage. Donc déjà, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de réfléchir, c'est porté par le langage. Vous prenez un langage impératif ou même comme Scala, typiquement, dans Scala, si vous faites des choses dégoûtantes, vous pouvez très bien envoyer des messages que vous pouvez muter. Donc là, c'est à vous de faire attention et de garder en fait en ligne de mire et en tête le fait que vos messages doivent être immutables, absolument immutables, parce que du fait du zéro copie. D'accord. Le continuous, c'est quand un message est traité, il est traité jusqu'au bout. On ne l'interrompt pas pour ce qui est du 1 deuxième. D'accord. Donc on a un bloc logique, le bloc de base qui va correspondre donc à votre behavior, il va être déroulé de bout en bout, et il n'y a pas un autre thread qui va venir se mettre au milieu pour faire quelque chose. D'accord. Le consécutif et l'interlived. Le consécutif et l'interlived, c'est, alors ça c'est un truc un petit peu particulier. Le consécutif reprend le continuous, c'est-à-dire que si vous êtes bloqué, vous êtes bloqué. L'interlived, c'est qu'on peut se permettre, et c'est là, ça je suis un petit peu plus, je marche sur des œufs parce que je connais un peu moins bien, ça dépend, c'est ABCL, c'est ça? Oui, ABCL de Yonezawa. C'est Yonezawa, ABCL, je crois? Oui. C'est un langage vecteur dans lequel en fait ils se permettent de faire ce qu'on appelle l'entrelacement de traitement de messages sur un même bloc. D'accord. Mais par contre, ça, je pense qu'il faut le mettre fortement aussi avec les aspects immutables. Donc ça, je ne m'engage pas trop là-dessus. Typiquement, quand vous faites de l'IO est bloquant, vous recevez un premier message, et dans le corps de ce que vous devez faire, il y a de l'IO, donc vous allez le bloquer, c'est un peu bête, vous relâchez ça à un autre acteur, et ensuite, vous allez du coup attraper d'autres messages et dépiler, quoi. Vous faites du best effort. Ce qui est marrant de faire, par exemple, c'est essayer de faire un modèle acteur avec les coroutines de Kotlin, et voir comment ça se comporte quand on fait de l'IO typiquement. De toute façon, normalement, si les messages sont consommés et sont bien dispatchés, il n'y a pas de problème. Et le dead letter, c'est un truc, on va dire, core, c'est-à-dire que quand un message ne peut pas être traité, il n'est pas perdu. Il est envoyé à un acteur dont le rôle est de traiter les messages qui sont morts. Le dead letter, donc typiquement, ça peut être du log, des choses comme ça. D'accord. Donc ça nous permet d'avoir quand même une visibilité de ce que le système n'arrive pas à traiter. Important. Okay. Donc ça, c'est par défaut. Le dead letter, il est envoyé à la première erreur ou il fait des retraits? Non, s'il ne peut pas traiter l'événement, s'il ne peut pas traiter l'événement, c'est que l'acteur ne sait pas le traiter en fait. Donc typiquement ton pattern matching, par exemple dans un cas, il n'est pas obligatoirement exhaustif, si tu n'as pas mis de shield, et donc du coup, il n'y a pas le default. Comme disait Alessio, le default en fait, ça va te jeter une erreur, et c'est le système qui va la rattraper, qui va en fait le rebalancer sur le système de dead letter. D'accord. Ce qui pose problème typiquement quand j'ai fait avec le Kotlin, c'est plus compliqué parce que ça, exhaustif c'est compliqué. Alors, une chose dont on a parlé tout à l'heure, c'est un truc qui est excessivement important, c'est que quand un message est reçu par le message est traité par un acteur, le temps de traitement, on appelle ça une époque ou un tour d'exécution. Et ce tour d'exécution, en fait, il va reposer sur ce qu'on appelle l'isolated turn principle, c'est-à-dire que quand je traite un message, du début jusqu'à la fin, il n'y aura qu'un seul traitement qui se fera sur cet acteur. On le dit, on le redit, mais c'est vraiment le fondement principal qui nous permet vraiment de garantir cet aspect non concurrentiel en accès mémoire sur l'acteur. Et donc, à un moment donné, à un instant T, eh bien, un acteur, cet aspect-là, en fait, ça nous permet donc ce qu'ils appellent des sémantiques macro, on va avoir une sémantique par behavior, et un acteur traite toujours un événement de sa mailbox, toujours sa mailbox. Il va traiter le message d'un petit copain, d'accord. S'il traite le message d'un petit copain, c'est que le message d'un petit copain lui a demandé de le faire pour le biais d'une acquaintance. L'acquaintance, typiquement, c'est on m'envoie un message, je ne sais pas le traiter, ah mais lui, il saurait peut-être le traiter, et je lui fournis. Donc, grosso modo, je sers de proxy. Sauf que par contre, le sender, c'est moi. Donc si on me répond, il faut que je réponde à l'autre. C'est du vrai proxy, c'est pas dire, ou alors il faut qu'il injecte le sender, mais c'est plus compliqué. Donc ça évidemment, mais d'un point de vue bas niveau, ça nous permet évidemment de balayer d'un revers de main. Encore une fois, on le redit, deadlock et accès concurrentiel à la mémoire, donc tout ce qui est data race. On répète beaucoup de choses parce que c'est vraiment important en fait. Hein. On les voit sur différents aspects. Il y a les aspects définition, il y a les aspects langage, mais c'est vraiment le fondement des acteurs. Les définitions sont très simples en fait.
Breakpoint. Est-ce que vous avez des questions? Ah, ça fuse. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y avait deux behaviors, qu'il y avait un behavior temporaire avant que le truc soit détruit, que l'acteur soit détruit. Qu'est-ce qui se passe quand le message arrive sur ce behavior-là? Il n'est pas consommé par l'acteur, mais il fait quoi? Il retourne dans la mailbox? Et je crois qu'il est navigateur, celui-là. Oui, c'est celui-là. Ouais. Là, si le message arrive à ce moment-là, il devient quoi? Il est attrapé ici, Ouais. Et on retournerait. et je fais rien. Mais on pourrait faire des trucs, hein. Comment? Le message est perdu? Non, 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 c'est je juste l'ai que nous, consommé, on fait il n'est rien. pas perdu, il est traité. Il est traité en disant je ne fais rien. Comme un firewall, vous faites un ping sur un firewall, il ne vous répondra jamais, mais le message a été traité. Si tu veux, cet exemple-là, il sera après avec la démo, la grosse démo. Et du coup, c'est vraiment une énergie, une fois qu'elle est consommée, elle est consommée, quoi, point barre. Donc du coup, ici, on aurait pu faire des choses si c'était un autre acteur. Mais Là, c'est un choix d'implémentation. On aurait pu très bien dire, là, je l'envoie à un logger pour dire on essaye de consommer. C'est un choix d'implémentation. Mais là, il y a une vraie consommation. Donc s'il y a un autre try consume, il est traité ici. Là, j'aurais pu le rendre explicite, en faire un case try consume. Je le ferai comme ça dans le prochain slide. Comme ça, on montre qu'il y a un vrai traitement. Le message, en fait, il est bien compris. Il a un traitement associé qui est j'ai compris que tu voulais me consommer, mais en fait, c'est déjà trop tard. Tu es passé après. D'accord? Et du coup, ce que je comprends pas, c'est que s'il y a deux messages qui arrivent à la suite, Oui. sur ce même acteur-là, dans deux behaviors différents, il y a un... Non, à un instant T, un acteur a une behavior et une seule. Oui, mais du coup, il peut consommer sur ces deux behaviors, il peut consommer un message sur chacun des behaviors. Non. À un instant T, il est pas consommé ou consommé. C'est un choix, c'est un ou. Et il est exclusif celui-là. Donc, soit ton énergie n'a pas encore été consommée, tu reçois deux messages, try consume, d'accord? Les deux sont dans la boîte aux lettres. Le dispatcher fait, hop, il y a un try consume, traite-le. Celui-là, il attend. Donc le try consume, lui, il reçoit son try consume, donc il est sur la behavior par défaut, il fait try consume, je fais toute ma tambouille, et je passe en consume. Et je lâche la main, j'ai fini. Le dispatcher fait, bon, très bien, ah, mais t'en as un autre de try consume, je te le donne. Try consume, voilà, ouais, et c'est fini, je suis déjà consommé, donc j'entends, je comprends le message, je le prends, je le prends, il me va bien, mais je ne réponds pas. C'est mon comportement, c'est je ne fais rien. Là, il y a un vrai comportement, c'est je ne fais rien. C'est tout. Poubelle. Et là, par contre, tu peux le voir comme le try consume, il est poubellisé. Non, il est consommé. Il est vraiment consommé. Il n'est pas perdu, il est consommé. Sémantiquement, il est utilisé. Donc le comportement est tout à fait normal. Ok? C'est plus clair? Encore un doute. on verra ça avec l'épisode en fait. En fait, ça veut dire que si on ne veut pas perdre le message, on pourrait très bien le réinjecter dans le... Alors si on ne veut pas le perdre, on pourrait très bien l'envoyer Ici. à quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Ouais. Pour ça je dis ça c'est un choix d'implémentation. Hein. J'aurais pu très bien je pourrais très bien dire à la région, et dis donc, tu m'as pas tué assez vite, il y a quelqu'un qui essaie de... Ça c'est par exemple, on pourrait très bien faire dire à la région, il y a un try consume pour moi, tu pourrais agir parce que je suis en train de bosser dans le vide, je suis mort quoi. Voilà, c'est un choix d'implémentation. Et c'est là où on voit les difficultés qu'il va y avoir sur l'implémentation, les choix, et toute la palette que l'on va avoir entre l'usage des références et la consommation des messages. D'accord? Et ça peut aller, on le verra tout à l'heure, mais ça peut jouer même sur la façon dont on va développer. Si vous arrivez avec une vision on va dire, traditionnelle Java, j'envoie un message et une réponse, etc., ce modèle-là, il faut l'oublier. Il est nul et non avenu, il ne marchera pas. Parce que vous allez tomber sur des impossibilités d'implémentation. Vous ne pourrez pas faire ce que vous avez l'habitude de faire. Il faut casser votre façon de réfléchir et il faut penser message, message, message. Et j'envoie des messages et je suis capable d'en recevoir. Et à partir de là, il faut tout bâtir. Tout bâtir. C'est-à-dire que même il faut faire des diagrammes de séquence et à partir de là, ce diagramme de séquence vous permet de voir un petit peu comment vos acteurs, vous allez déployer, les implémenter et voir les interactions. Il faut vraiment voir un diagramme de séquence. Ok? Je ne fais pas, par exemple, en objet, on appelle une méthode et puis c'est parti, on lit l'interface. Là, non, il y a vraiment un diagramme de séquence parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans le temps. La notion de temps est importante. Non, mais c'était parfait, tellement pas voulu te couper. Du coup, ça veut dire que lorsqu'on fait notre implémentation, il va falloir penser à chaque comportement, pour chaque type de message qu'on est capable de recevoir, dans chaque état
Oui. dans lequel on peut être. Pour bien faire les choses, oui. Ça fait des matrices énormes pour chacun. Ça peut. Ça peut, ouais. Ça peut. Ça peut, mais il faut en fait essayer de créer les acteurs les plus atomiques possibles et en fait essayer de tout déléguer. Et en fait, pour résoudre un service, essayer d'avoir une grappe d'acteurs pour ça. Il faut vraiment éclater les problèmes en petits problèmes. Bah, Tous les acteurs n'ont pas forcément. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir plusieurs étapes dans chacun des acteurs. Non, c'est pas une obligation. Voilà, c'est un choix d'implémentation. Là, en fait, on montre son changement d'état. Ouais, bien sûr. On aurait pu très bien, par exemple, là, le receive, j'aurais pu le faire de manière, on va dire, impérative. J'aurais pu mettre une variable booléenne, un booléen, qui était consommé, donc à false. Je passe là-dedans, je mets mon false à faux, je suis à vrai, et je repasse, si j'ai mon try consume, et ça c'est une approche beaucoup plus impérative, plus traditionnelle, qui est de gérer l'état par rapport à une variable. Là on a géré l'état par rapport à sa base de connaissances, qui est différent, d'accord? Ce qui nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus pur, entre guillemets, et donc plus facilement modélisable en termes d'automate d'état. Et donc si on veut retomber sur ce dont on parlait tout à l'heure, si vous avez des velléités de formalisation de votre processus avec du TLA+, du coq ou je ne sais trop quoi, c'est un bon terrain. Si vous commencez à faire des effets de bord, c'est plus compliqué. Avec tout ce qui est à Lyon, du coup, c'est un peu compliqué. Oui. En gros, ce que tu vas faire, c'est... Ouais, mais ça, on va en parler à la fin. Donc, oui. Mais tu vas voir comment on gère le truc. Enfin, comment on gère le truc. Et, non, mais... Ah non, mais attends, on l'a déjà fait. Ah oui, parce que j'étais venu sur l'exemple. Ah, démo. Alors, la démo, du coup, on va vous montrer. Vous avez tous joué à Gario? Oui, bon, bon, si vous avez un peu de temps au boulot... Ouais, ok, j'ai joué au boulot, mais c'est pas grave. Agario, juste pour vous expliquer un peu le jeu, nous on a fait l'implémentation du coup avec AK. C'est un jeu multijoueur où en fait vous êtes des grosses cellules comme ça. Plus vous bouffez des énergies, donc bizarrement on parle des énergies, plus vous allez grossir. Et en fait pour manger des gens, il faut que vous leur passiez dessus. Et en fait pour les manger, il faut que vous soyez plus gros qu'eux. Là on commence à avoir pas mal de problèmes. Ah oui, non, à avoir pas mal de choses, par exemple des accès concurrentiels entre deux énergies par le même joueur. Deux joueurs qui va essayer de consommer la même chose, bam, déjà un problème. Deux joueurs qui essayent de manger un même joueur, aussi un problème. Enfin, c'est vraiment un jeu où déjà un jeu multijoueur, donc plein d'acteurs, chaque joueur va être un acteur, chaque énergie est un acteur. En fait, vraiment tout dans le jeu est un acteur. Même le système en lui-même est un acteur. Et je sais plus. Et ça va me revenir. Non, c'est bon, classique. Un exemple typique d'implémentation via les acteurs. Deux joueurs. Là, par contre, moi, je me suis coltiné, je me suis tapé la tête contre les murs parce qu'à un moment donné, il faut vraiment casser son modèle de pensée. Pour qu'un joueur puisse manger un autre joueur, au début, j'ai dit j'y vais. Sauf que le problème, c'est que le joueur continue à bouger. Donc ça veut dire qu'en fait, il va être mangé, il continue à bouger, et en fait, ça pose des sacrés problèmes. Lance la démo, parce que ça se voit plus avec la démo. On va le voir. Alors la démo est buggée, mais elle est disponible sur GitHub, PR Welcome si vous voulez. C'est du Scala, on peut vous aider. C'est juste qu'on a la flemme de résoudre le truc. On a deux bugs, mais c'est pas des gros bugs. Et du coup, en termes de latence, on a des problèmes. Là, c'est pas... Non mais là, ça c'est AK. AK c'est une catastrophe et Scala. Parce que là, on peut pas... Bon, après je fais du C et du reste, donc c'est le plus pas banni. assurer une latence, c'est compliqué. Du coup, sur un modèle en message comme ça, assurer le fait que dans un temps limité, tu aies... Je dirais que ce serait... Non, au contraire, moi je dirais que ce serait plus facile à calculer. Ton du coup, tu dois changer et recalculer ta position régulièrement. Ouais. En recevant des messages. On en reparlera parce que c'est intéressant. Alors, le jeu donc à Gario actuellement, donc là on va le lancer juste avec une région, donc ça tourne en single. C'est Estasia, oui. De toute façon on s'en fiche hein, que ce soit Anastasia ou pas. Donc on va le lancer, donc le lancement est un petit peu... Ah non, c'est Estasia en plus. C'est lui qui a choisi les noms, c'est pas moi. Mais non, c'est 1984 donc oui. Quoi Estasia Eurasia. 84 Je t'ai même pas aimé. Et voilà. Et je passe mes journées avec Allez, reviens là, fais-moi le loading là, de ce truc là. Il faut le recharger J'en sais rien moi. Ah oui, si, ça vient. Quoi ça vient? Ah voilà. Donc il est en 3D parce que c'est plus facile pour moi de faire de la 2D que de la 3D. Donc du coup, vous voyez qu'en fait, donc voilà, ça c'est un des bugs. En fait, on a beaucoup d'acteurs qui vont vers la gauche. Faire welcome. Et donc il y en a certains qui non. Donc vous voyez qu'en fait, du coup, chacun sont des acteurs et essaie de trouver un acteur qui bouffe une énergie. Donc du coup, eh ben bouge.
Et le jeu est trop avancé en fait pour que ce soit... Non, mais c'est ma machine qui est trop puissante. Quoi? Non, c'est une blague. Mais t'as pas mis d'énergie en fait. Si, non, il y a 1000 acteurs. Là, actuellement. par exemple, celui-là, là, cette énergie, elle va être bouffée par quelqu'un ou pas? Non, ils passent tous... Putain, mais ce bug est horrible. C'est ça le problème de ce bug, il faut le relancer plusieurs fois pour éviter... Tu le relances? C'est un essuie qui repart. Quoi? Un qui repart. En fait, il y a des algos très puissants. C'est lui qui l'a écrit. Non, mais on sait pas d'où vient le problème en fait. C'est ça le truc. Est-ce que là, on a un jeu à peu près intéressant ou pas? On a un truc avec à montrer. En Ukraine, j'avais réussi à montrer un truc... Oh, ça va, rigolez pas. Hein. Non, en gros, vous voyez qu'il y a plein d'acteurs qui arrivent à bouger dans le même monde. Donc voilà, celui-là a sûrement mangé plein de gens, mais vous l'avez pas vu. Essayez de zoomer vers les acteurs. Voilà, comme ça. Ok, t'as toujours ce problème. Eh, rigolez pas, c'est dur. Okay. C'est vrai que ça, il y a un point de convergence. Mais oui, il y a un point de convergence, c'est trop drôle. Maintenant, il est là. J'adore. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit que ceux qui ne bougent pas sont les énergies. Et en fait, l'ensemble des acteurs, lui, il est en train de les manger. On l'a vu, là, en fait, il en a transformé en énergie, il l'a consommé. D'accord. Et donc ça vient du fait de l'implémentation en acteurs. Qui vient de te taper un sprint. Ah oui, ça faire des maths en ce cas-là, c'est quelque chose. Alors, le plus rigolo, c'est de regarder celui-là. Ah bah voilà, celui-là. Ah bah celui-là, il marche. Celui-là, il est bien, celui-là. En fait, vous allez voir, il transforme, quand il rencontre un autre joueur, il le tue. Et donc, le fait de le tuer, c'est comme dans les jeux qu'on voit, ça se transforme en énergie, c'est-à-dire qu'on voit l'énergie, le truc qui tombe, les énergies sont libérées et on peut les consommer après. Ça se fait en 2 étapes. Donc, ça permet de rendre, ça permet de rendre en fait des algorithmes beaucoup plus simples parce que l'acteur, eh bien, il a des états où il va devenir énergie et ensuite il peut être consommé. Et donc, ça nous permet vraiment de réfléchir de manière beaucoup plus simple. Ah, et puis ça envole. Non, mais c'est d'accord, il y a l'effet de... Va sur les logs et je crois que tu vois les dead letters par contre. Non, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de dead letters. Ouais, donc du coup, par exemple, là, vous voyez plein de dead letters et vous voyez que Aka fait très bien ses logs. Du coup, là, il y a un dead letter. Vous le voyez pas, mais là, il y a un dead letter. Bon, c'est sûrement en fait un acteur qui a envoyé un joueur qui a envoyé un message à un autre joueur, sauf que le joueur est mort en fait. C'est le try consume. C'est le try consume. Ah ben voilà, énergie try consume, donc c'est-à-dire qu'il y a un acteur qui a essayé de manger une énergie, sauf qu'un autre acteur est déjà arrivé dessus, et donc du coup le système n'est pas tombé, en fait on a tué le message. C'est pire, c'est que la région a tué l'acteur avant que le try consume n'arrive. C'est-à-dire que la référence, on a dit du try consume, et la région, comme il a été détruit, la région est allée le nettoyer, et le message est arrivé, ah il n'y a plus personne. Le problème des références pendantes, typiquement. On monte rapidement le code, mais juste surtout la doc. Juste pour vous expliquer, comment on traite le problème des références, c'est que les références, en fait, à chaque tour, on calcule le centre d'intérêt de chaque acteur et donc on donne les références. Donc ça veut dire qu'ils ne les possèdent pas. C'est quelque chose qu'on va leur redonner à chaque fois. Qu'est-ce que tu cherches? Non, je sais pas, je cherche. Mais vas-y, tu parles, moi. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un moyen de régler les choses, c'est que la région, elle va gérer l'ensemble des acteurs qui sont dedans. Pardon. Je te fais rien. Non mais les Macs, laisse tomber. Voilà. Et donc, ah mais oui, mais en fait, voilà, il y a bien un acteur qui bouffe tout le monde. De tour en tour. Mais non, de tour en tour, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va dire, mais ça, tu es là, dans ton centre d'intérêt, il y a ces acteurs-là, fais ce que tu dois faire, et ensuite, à chaque tour, on recalcule le centre d'intérêt. Donc ça veut dire que la notion de référence pendante, eh ben, elle n'existe d'un tour à l'autre, en fait, elle va disparaître. Elle ne va pas être traitée. C'est la région, elle, qui va nettoyer au fur et à mesure ces acteurs-là. D'accord ? D'où le tue-moi de la région. Tue-moi, comme ça la région va tuer l'acteur, le nettoyer, et comme ça, à la prochaine étape, eh bien, cette référence ne sera pas renvoyée aux autres. D'accord ? Donc ce qui nous permet de gérer les références pendantes en les supprimant. Oui. Oui, il y a des patterns. Oui, tout à fait, il y a pas mal de patterns. Alors, je ne les connais pas tous. Hein. Je ne les connais pas tous. Il y a vraiment des patterns. Pour aider, voilà, justement, oui, tout à fait. Un peu un modèle oui. de pensée, juste objet. Oui. On avance. Ouais. On va pas tout l'heure. Parce qu'on est 1 heure déjà. Ah ouais? Ah oui. Bon, jamais on montrera toute la fin. Hein. Ah tiens, c'est le truc Scala, là, il est en train de péter en... Ah oui, bon, Scala et les maps, apparemment, ça marche bien. Maintenant, c'est parce qu'en fait, c'est du Stack Overflow. Là. Non, en vrai, en plus, on avait du temps pour fixer la démo, mais c'est plus marrant de la montrer quand elle bug. Ils m'ont cru ou pas?
Alors, En théorie, vous juste- avez 1h30. Hein. Et remonte dans le code vite fait, juste que j'ai montré la doc en fait. Alors, qu'est-ce que tu joues? Juste montrer qu'en fait tout est directeur en gros. Ah. Et surtout la doc des mermaids en fait. Mais je sais pas si on a mis les Ah mermaids. ouais, mais attends, il faut aller sur le site web. Ah oui, d'accord. Mais oui. Ouais, ça va prendre du temps. Ah, puis, Ah. attends, on va faire ça. Parce que moi, j'ai pas mon compte sur. Moi, j'utilise jamais Chrome parce que j'en veux pas de Chrome. C'est idéologique. Hein. Oui, bon, c'est pas grave. C'est très bien si tu veux, mais là, on veut juste GitHub. Il me fait son activiste là. Il y a Capitole du Libre, c'est en mai, je crois. La gare corps au-dessus. Ah, c'est Voilà, sûr. clique. C'est pas tactile? Non. Doc. Mermaid, n'importe lequel. Oh, t'as pas le. Ah oui. Ah oui, d'accord. Non, t'inquiète. Oui. Là, tu vas sur Mermaid Editor. Donc, on a juste utilisé un truc pour faire de la doc. C'est juste pour vous montrer en fait comment on a designé. Ah, Mermaid, non, il va me donner la merde JS. Mermaid JS. Ah oui, toujours plus. Oui, attends. C'est où ce mon truc? Editor. Voilà. La syntaxe doc. Ouais, c'est de la syntaxe en fait. Et voilà. Et en gros, vu que tout est message, en fait, ça devient hyper facile de faire de la documentation et de montrer en fait comment votre système marche. On peut même penser à la générer. Et du coup, tout ce qu'on a fait en fait, c'est on a défini chacun de nos acteurs. Et après, avec Didier, avant, on a bossé en tableau blanc. Et en gros, on s'est défini en fait juste nos protocoles. Qu'est-ce qui se passe par exemple? Celui-là, c'est pour. C'est lequel celui-là? Avec les traits consomment et les minous. Donc celui-là, c'est quand par exemple un player essaye de consommer une énergie. Voici ce que donne en fait le protocole. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et c'est vachement plus simple de travailler sur des choses comme ça plutôt que des UML et des choses comme ça. Okay. Le modèle en plus apporte une facilité dans la documentation. Ouais, un schéma fonctionnel, tout à fait. Et donc là, ça permet de nous voir les types d'acteurs qu'on a définis. Donc on a l'arbitre, celui qui gère le monde. Les régions, alors on va voir que là, il y a la région, mais l'arbitre, c'est lui qui donne l'éthique. La région, elle, c'est celle qui possède les joueurs. Et après, il y a deux types d'éléments, qui sont les joueurs, ceux qui vont bouger, qui sont capables de tuer, de consommer, et les énergies qui attendent tranquillement de leur sortie. Et donc, on voit donc il y a les messages que nous, on a définis, et les messages système, comme Poison Pill, qui, eux, viennent avec AK, et qui sont, c'est la pilule cyanure. Hein. Voilà. Et donc nous, en fait, tous nos protocoles ont été revus avec, on a utilisé Mermaid, comme ça nous permet vraiment de mettre en place, bon, ça permet de mettre un diagramme d'appel. Donc ça, je vous le conseille. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu plus intéressant? Je sais pas. Non, mais pas, montre-le. Vous pourrez regarder, ils y sont tous. Je ne sais pas si on montre le code. Enfin, il est disponible sur GitHub, mais juste peut-être vous montrer qu'en fait tout est acteur en fait. Donc, mais fais avec le. Ouais, c'est vachement donné. Tu veux pas le montrer avec le. Comment ça s'appelle hein? J'utilise pas IntelliJ. Ah ouais, le folder. Tu veux que je sorte sur Emacs, c'est Neotrim. Non, attends, on va faire ça. Et t'as pas un shortcut toi, Fabien? Ça, je suis en présentation. Ah, t'es en presentation mode, ok, je comprends. Donc en gros, là on a un folder pour chacun de nos acteurs. Et donc en fait, par exemple, la région, on clique sur la région pour voir. Go sur la région. La région est un acteur aussi, donc elle a à chaque fois des interfaces. Vous en voyez deux ici. Et en fait, vous voyez qu'elle détient une référence de tous les acteurs, donc les joueurs et les énergies. Ok. À noter que ça, c'était les débuts quand j'ai commencé à utiliser AK. Je ne ferai plus ça, mais j'injecterai directement dans les paramètres qui sont dans mes behaviors, qui permettent de gérer des états de manière beaucoup plus immutable. Moi, je ne ferai pas d'AK, donc comme ça. Et non, j'ai vraiment appris ce cas-là que pour ce truc. Et après... Il râlait. Hein. Ah, je déteste ce truc. Le compilateur est une autre. Enfin, je suis toujours filmé. Et en fait, par exemple, la région, c'est la grille que vous avez vue, okay, sur laquelle je bouge les joueurs en fait, et les énergies. C'est cette grille-là, en fait. Donc on pourrait la métalliser par cet acteur-là. Après, par exemple, l'arbitreur. L'arbitreur, c'est celui qui va scheduler le jeu. Okay, donc il va envoyer un message à chacun des joueurs, pas des énergies, parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais dire c'est le moment de jouer. Il fait un tour de jeu, tout le monde dit qu'est-ce qu'il va faire pendant ce tour, et ensuite on reschedule un nouveau tour. On peut voir qu'il y a un timeout en fait. Il y a le fameux timeout, donc on le gère nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prend un tour, on demande aux joueurs de bouger,
Et là, normalement, le tour il doit durer 100 millisecondes. C'est-à-dire que si un player n'a pas répondu dans les 100 millisecondes, on le tue. Voilà, c'est la règle. Donc en gros, c'est... Ouais, c'est un jeu vénère. Hein. Et donc en gros, vous voyez une machine à état. Alors du coup, vous avez le context become in progress game turn. Ensuite, le contexte become waiting for new game turn. Et en fait, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on passe d'un état à l'autre. Et donc, du coup, on s'est créé une espèce de state machine de façon très élégante. Parce que le modèle est très élégant. Et là, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de var. Donc là, c'est vraiment géré dans l'état de l'art. C'est-à-dire, la behavior porte l'état. Donc les deux sont vraiment liés. Ce qu'on avait au départ. On a vraiment un couplage fort entre les deux. Je continue Ouais, parce que après les joueurs et tout ça, si vous voulez vraiment vous intéresser au code, vous nous contactez avec un mail et tout ça, on vous embarque sur le code et on vous montre vraiment dans les détails comment ça marche si vraiment ça vous intéresse. Il y a des gens qui nous ont contactés. Alors, pour dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce talk, aussi. Vous n'êtes pas là pour rien aussi. Les acteurs viennent en système. Donc on a dit là, on a traité la partie concurrentielle. Vient la dernière partie qui est la notion de distribué. Ne vous inquiétez pas, les plus courtes, vous allez manger des pizzas. Donc, non, mais ça passe. Ça passe. On s'en fout. En fait, ça c'est pour expliquer les protocoles, la mise en place de protocoles, d'accord? Non, mais en vrai, c'est pas intéressant. Bon, vous avez un super papier. En gros, c'est juste pour... Allez, je vous explique, c'est rapide. C'est gratuit, c'est cadeau. Ce qui est compliqué, en fait, c'est quand vous allez avoir un état à changer, et du coup, cet état-là est gardé par un acteur, et ensuite, il y a plein d'acteurs qui veulent le changer. Ok, donc du coup, on a ce qu'on appelle un super clerk, et du coup, pour revenir, les acteurs, en fait c'est comme si vous avez un acteur qui est le lock, en fait. Donc les deux envoient un message au supervisor, et un va répondre à l'autre, lui dire, donc là il y a un can I use, il va répondre à un yes, et l'autre il va lui répondre non, et ensuite il va enfin pouvoir accéder à vraiment la donnée. Okay, sachant que la donnée peut être proposée et en pour gros, le yes. Le plus gros problème du modèle acteur, c'est quand vous avez vraiment des changements d'état en permanence, enfin des acteurs qui veulent changer l'état d'autres acteurs en permanence. Okay, donc comme si un acteur était une grosse database. Alors il faut voir en fait qu'il y a un truc important, c'est que eux peuvent ne pas connaître celui-ci en direct. Par contre, lui, quand il va y répondre yes, il peut dire yes et je te donne la référence à cet acteur-là. Donc lui, il peut discuter avec lui. Alors s'il la sauve, évidemment, il triche. Ou l'acteur peut très bien dire je te change la référence pendant le dos et puis donc celle que tu auras après sera plus bonne, etc. On peut vraiment même des aspects de sécurité. Donc ça veut dire qu'on voit que la notion d'acquaintance, c'est des choses qui peuvent être extensibles dans le temps. Hein. C'est des choses qui évoluent dans le temps, c'est important. Donc après, rapidement, vas-y, passe, parce que c'est bon. Bon là, il y a du timeout à gérer quand tu fais pas le release log. Il y a des gens qui sont vraiment penchés sur le problème, donc du coup ça c'est un bon papier que je vous invite à lire si le modèle vous intéresse, de ces trois personnes. Je vais pas écorcher avant, c'est pour ça que je ne vais pas le dire. Et en gros, ils ont résolu ça et c'est expliqué dans le papier. C'est des données inclusives et des choses comme ça. Donc ils augmentent le langage pour mieux gérer ça. Mais ils utilisent toujours les mêmes primitives pass parce que c'est pas. Parce que c'est le acteur system en fait qui s'implémente sur l'acteur. Comment ? C'est l'acteur system. L'acteur système qui va gérer ça. Non, là c'est vraiment juste, tu as plein d'acteurs, en fait il faut juste changer un truc. C'est une extension du système en fait. Il faut voir le modèle acteur qui a été étendu avec cet aspect-là, cet aspect modèle et accès concurrentiel. Donc en gros, mais c'est toujours, il utilise toujours les trois primitives, hein, create, become, mais c'est juste du sucre syntaxique en fait pour nous éviter des choses. Alors du coup on veut faire on a un super gif. Un modèle distribué, donc des clusters, plein de nœuds, et des acteurs sur plein de nœuds, mais il faut qu'ils communiquent entre chaque nœud. Ça, c'était okay. Donc du coup, on a par exemple ces deux gus là. Peut-être que lui est sur le nœud 1, lui est sur le nœud 2, et peut-être qu'il faut qu'ils communiquent. Donc on va vous montrer ça en gros dans la démo. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'il est distribué, donc on sépare le jeu en deux. Okay. Donc ça s'appelle le pattern map-centric game server. Donc c'est une technique de load balancing pauvre qu'on fait dans les jeux vidéo multijoueurs. En gros, on découpe votre jeu en plusieurs grilles et chaque portion du jeu est gérée par un nœud. Okay, et vu que c'est des mondes virtuels, c'est comme notre monde à nous, c'est facile en fait de faire un découpage. On tire parti de ça. Donc le plus gros problème vient quand vous avez un joueur qui est entre les deux, okay, et qui passe son temps par exemple à faire ça, ou un acteur qui va manger une région ici mais qui n'est pas encore passé de l'autre côté. Okay, donc il y a tout un cas de problème à gérer. Enfin ça c'était pour nous car
Ok. Donc déjà, Donc en même, il faut, donc quand je disais move across a region, c'est-à-dire que cet acteur-là, il faut le déplacer d'un nœud du cluster à l'autre. Ok. Donc il faut même qu'on soit capable de faire une mobilité entre acteurs, les transférer. Et ça, c'est géré par le modèle, enfin par plus les implémentations comme AK ou des choses comme ça. alors là, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de bouger l'acteur, et la deuxième, c'est avoir conscience de l'existence d'autres acteurs dans son périmètre, mais qui ne sont pas dans le même nœud. D'accord. Donc là, on a une vision, on le voit de manière globale, et cette vision-là, mais on doit la mettre en place. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est ce qu'on explique. Hein. C'est la possibilité pour Laurie de pouvoir avoir les autres joueurs dans son espace et pouvoir interagir, même s'ils ne sont pas colocalisés dans la même runtime. Et donc, la difficulté, ça va être de bouger. Le fait de bouger aussi, c'est, il y a la notion de région, c'est-à-dire pour la meilleure implémentation, c'est de faire un recouvrement, un overlap. C'est-à-dire que la région n'est pas coupée ici, mais en fait les deux régions, elles vont se chevaucher. Donc ça veut dire que le passage d'une région à l'autre se fait vraiment quand on arrive aux limites. Et donc ça évite les phénomènes de yo-yo d'un acteur sur une région, et donc d'avoir des bagotements d'acteurs de tous les côtés, et donc du coup écraser complètement vos performances. Donc là c'est vraiment ce que je vous disais, c'est le découpage porte aussi sur la façon dont on va l'implémenter en termes de recouvrement et d'implémentation, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Alors tout ça, ça repose quand même sur une chose importante, ce qu'on appelle les références d'acteurs. On dit que ce sont elles possèdent une propriété qui sont des location transparency. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode cluster, si vous avez un message qui contient une référence d'acteur et que vous l'envoyez à un acteur qui est sur un autre nœud, d'accord, eh bien cette référence va rester valide. C'est-à-dire que le système, quand vous le créez, il va avoir une référence qui va être locale, et du moment où il va traverser le nœud pour aller sur un autre, eh bien toute la partie HTTP et compagnie va être adjointe automatiquement pour qu'on puisse recommuniquer en retour arrière. D'accord. Donc cet aspect-là est traité par le système, et donc vous n'avez pas à le faire. Donc cette notion permet d'appuyer sur deux choses. C'est déjà, vous avez la notion d'existence globale d'un acteur ref, quand vous faites par exemple un cluster AK, et son instantiation de manière, l'instantiation de secteur ref en mode global avec cette transformation-là, elle est faite de manière automatique. Vous n'avez pas à vous en soucier, d'accord? C'est très important. Donc ça permet de garder toujours la même propriété. L'acteur référence est quelque chose de partageable entre nous. C'est super important. C'est bon? Ah oui. Des mots. Bah vas-y, lâche-la en mode cluster. On lance en mode cluster. Donc là, en mode cluster, c'est la même chose, mais... Donc en fait, c'est comme si on lançait deux JVM, quoi. Donc on lance... Alors là, on va les lancer en local. Donc on en a deux qui se lancent. On va lancer le serveur HTTP. On va voir s'il démarre. Et du coup, il faut aller changer le code de côté client ou pas? Non, normalement, il n'y a plus de bug. Ah, tu l'as enlevé? J'espère. C'était ma faute ce bug. Ne jugez pas. Non, c'est pas celui-là. Non, je sais. Non, il marchait tout à l'heure. Non, je suis quasi sûr qu'il faut... Non, ça bouge pas. Ah, si t'as les deux? Ouais, c'est bon. Ok, zoom sur le bug qui nous intéresse. Comment on zoome déjà? Ça. Mais pourquoi ils sont tous arrêtés là? Non, mais là, ils schedulent plus là. Ah si. Ça marche bien, AK, hein. Le truc est énervant. Enfin, je dis pas qu'il faut faire du C, mais... Ah oui, ça rame. Ouais, donc là, vous voyez vraiment les performances d'AK. Non, c'est que la dernière fois, ça ramait plus. Je pense qu'il y a un truc qui... C'est un truc qui va pas. Je vais le lancer en dehors de Chrome, si ça vous dérange pas, parce que moi j'aime ça. Je me demande à quel point c'est pas Chrome qui fout la gouine. Parce que... En fait, tu vas lancer Brave, c'est ça? Non, je vais lancer un browser qui marche pas bien, mais c'est pas grave. On passe sur une solution qui marche et une solution qui marche pas. Ouais, tu vas voir. Ah oui, je vais voir, ok. Allez. Viens ici, coucou. Oh, bordel. Ah oui. Non, moi je les relancerai les deux. On relance tout. Ah, c'est incroyable ça. Non, mais je pense qu'il y a...
C'est beau l'effet démo. Hein. On va attendre que ça démarre quand même cette chose. Donc là c'est. Je lance bien. Non mais justement, il faut lancer les deux. C'est fait. Ça démarre, ça démarre. Mais t'as lancé 2 fois le même? Non, il y a Stasia et Eurasia. Non. Alors, ça repose sur des fichiers de configuration, il y a pas mal de. Voilà, c'est bon, c'est parti. Vas-y, sur ton browser qui apparemment marche. Regarde. Quoi? Des choses Là je vois pas grand chose mais... Si, ça arrive. Ça arrive. Ça chauffe. Reviens. On avait un truc. Il est où? Putain, on a 46 FPS. Ah non, là c'est bon, on a 60. Des zooms. Comment tu dézoomes? Mais avec le... Oh là là. Attends, je le recharge. Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'on est... On touche à rien. 1 FPS. Ah, c'est monstrueux. Voilà. Voilà. Alors, là, zoom là-dessus. C'est ça qui est important. Parce que c'est un bug, mais on peut s'en servir du coup. C'est une feature du coup. Vous voyez cet acteur-là? Voilà. Ben, du coup, ils ont changé de couleur. En fait, c'est juste que ces acteurs-là, ben, bizarrement sur cette ligne-là, donc c'est le prolongement de la région. Et en gros, les acteurs qui passent, c'est bien parce que ce bug, du coup, il nous est très utile, ils passent d'un nœud du cluster à un autre nœud. Ok? Ils changent leur référence. Ok, mais ils ne changent pas leur adresse. Non. Donc on peut toujours leur parler. Les acteurs qui étaient de l'autre côté, on peut leur parler en envoyant toujours les mêmes messages. Et du coup, quand vous avez sur 2 nœuds, en fait, un acteur... Ah ouais, non mais... Oh, bordel, ça, non. J'ai rien touché. Ouais, non, c'est le webpage, mais non, c'est... Faire du jeu avec Java, j'ai jamais compris les gens qui ont réussi à en faire. Je crois qu'ils font juste des plateformers, c'est pour ça que ça marche. C'est la petite news. Et j'aime bien cette démo. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Parce que Didier et moi... Ah oui, mais ça c'est un bug connu hein, de la map en Scala. Elle fait du quoi? Du trampoline, c'est ça? Il faudrait faire du trampoline. Non, il faudrait ou elle fait du trampoline? Non, elle fait pas du trampoline. Elle fait pas du trampoline. C'est la récursivité profonde. Si vous avez un trampoline à nous prêter. Enfin, ça fout le bordel. En gros, ça va être complètement transparent. Donc vous allez créer votre acteur, où qu'il soit en fait, vous allez juste envoyer un message avec un send, la référence, et ensuite c'est le système, donc AK ou Orléans ou tout ce que vous voulez, donc votre implémentation qui va se charger d'acheminer le message d'un nœud du cluster à l'autre nœud du cluster. Ne me demandez pas comment ils font ça, j'en sais rien. En tout cas, ils y arrivent et c'est magique. Alors là, il y a un truc important, c'est le jeu, bon c'est une chose, mais là en fait, la façon dont on traite, par exemple, il y a un message qui fait un move sur une région, le move en fait de la région, elle va l'envoyer à un récepteur, un dispatcher. Le dispatcher en fait, il va lui dire en fait, il y a un move qui s'est passé chez moi, il faut que tu le reproduises quand on est sur la région. Et donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vérifier le message dans un virtual, et en fait, le move d'origine qui était ici, en fait, il va le mettre dans un message virtuel, et donc la région va attraper les virtuels, et elle sait que tout ce qui est virtuel, en fait, ça concerne des acteurs qu'elle ne possède pas, mais qui sont de l'autre côté. Et donc ça permet de vraiment scinder les deux univers en deux. Donc les univers des acteurs que je possède, de ceux que je connais, mais que je n'ai pas. Et du coup, donc ça permet... les slides, ça va être plus facile à illustrer. Alors les slides, ils sont là. Et pas rigoler. Reviens juste quelques points en arrière, juste avec le jeu. Avec le remonte de 3 crans, je dirais, au hasard. Voilà, par exemple, là, en gros, ce joueur-là est dans cette région-là, on est d'accord? Et forcément, on est d'accord. Ça, c'est l'extension de la région. Ce qu'on fait, en fait, ce qu'on aurait dû faire, mais en gros, ce que permet ça, on va créer des virtual actors. Ok, donc, on l'a pas fait, mais parce qu'on a pris un chemin de traverse pour aller plus vite. Donc, on aurait créé des virtual actors, en fait, de ce côté de la région-là, et du coup, quand cet acteur-là envoie un message à cet acteur-là qui est présent sur la même machine que lui, tout ce qu'il fait, c'est router le message, en fait, vers l'autre vrai acteur, en fait. C'est proxy. Il fait juste un proxy. Et ça, c'est très élégant, parce que le modèle le permet de faire ça de façon très élégante. Et donc là, on arrive à cette notion de distribué. Alors, l'histoire de persistance. Du coup, comme c'est plein de messages à chaque fois qui vous sont envoyés, on ne gère que des messages, c'est facile de faire de l'event sourcing. Okay, l'event sourcing est basé là-dessus, c'est des events ou des messages, des commandes, ce que vous voulez. AK permet de faire un truc qui s'appelle l'AK persistance. Ok, et donc je ne sais pas trop comment ça marche, mais moi non plus. Mais en tout cas, vous pouvez persister en fait l'état d'un acteur, parce qu'on rappelle, un acteur, ça a un behavior, ça a un state et ça a une mailbox. Vous n'allez pas sauvegarder la mailbox, ça on s'en fiche.
quoique vous pourrez, pour faire un recovery à chaud. Ce qui vous intéresse sur le state, et comme les acteurs sont le plus petit possible en fait, vous allez sérialiser en fait des petites choses et ça devient super facile de faire un recovery du coup de tout votre système. Je sais pas pourquoi on a mis ça, j'ai oublié pourquoi on a mis ça. Donc... Si, la garantie de message. Oui, mais ça on avait déjà parlé avant. On en a déjà parlé, ouais. tout à fait. Donc, la philosophie vraiment du modèle acteur, c'est si ça marche pas, tant pis, on laisse les messages, ça finit en dead letter, c'est pas un problème. Et du coup, si le système crash en fait, bah juste il se retrouve sans acteur. Et en fait, vous allez repopuler la chose d'acteur en fait, et le système va se remettre debout tout seul en fait. Normalement, la runtime n'est jamais censée tomber. C'est pour ça qu'Erlang est appelé le langage avec le. C'est quoi? C'est les 5-9. Ouais, oui. 99,9999 de haute disponibilité. Votre système ne peut jamais tomber. Ouais. Donc tu dis qu'il y a une message garantie là, avec HTTP, typiquement, qui garantit que le message il va dire entre deux machines. Entre deux. Ça, c'est le protocole qui fait ça. En fait, ce que tu fais, c'est quand tu as des messages, normalement, si tu le fais, c'est ton message, tu vas le défalquer de ta queue de message HTTP uniquement si tu as eu un hack. Grosso modo, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, la seule moyen de faire, c'est de dire, ben, moi, j'ai un jeton d'avancement, et j'envoie un rend message où je communique. Si l'autre ne veut pas le prendre, je vais le faire il va y avoir un retry. Après, si le message n'est pas fait, il y aura sûrement un dead letter. Et là, par contre, il faut voir les subtilités d'implémentation et je suppose aussi les coups de tournevis qu'il va falloir donner dans la tuning de tes nœuds. Parce qu'il y a quand même un nombre de paramètres assez impressionnant, donc tu peux, as des capacités de faire des choses à ta poigne. Après, les subtilités, je n'ai jamais fait en production, je ne pourrais pas t'en parler spécialement. HTTP, c'est pas le pire protocole pour... HTTP, c'est pas le pire protocole, justement, pour... Il a le bon goût de passer les ports 80, etc. Donc c'est une bonne backdoor. Ouais, alors ça c'est ton avis. Hein. Tu veux pas mal sur dedans, ah ben si, bah attends, les mecs qui font des WebSockets à travers le port 80, c'est une catastrophe, c'est une backdoor. Pardon, excusez-moi. Ok. Allez, il y a le Capital Lily si tu veux te défouler. Sur les titres crash, il y a certains langages comme Polylang qui créent des acteurs automatiquement s'il n'y a pas de récepteur. Ils savent que ce message va être traité par un acteur de tel type. C'est Orléans, pardon. En gros, Orléans, il y a un autre framework en .NET, si on a des amis qui travaillent sur Windows, et c'est un super framework. Je le dis devant la caméra, et un des meilleures implémentations du modèle acteur est Orléans en .NET. Et en gros, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a pas, votre acteur envoie des messages à un acteur qui n'existe pas encore, mais ce qu'il fait, c'est qu'il en crée un fake, et du coup, il y a quelqu'un toujours là pour le recevoir. Okay. Donc vient le problème en fait de landing de l'IO. En fait, du coup, comme ton acteur est le plus petit possible, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déléguer ça à... Tu vas créer un acteur spécifique pour parler sur la socket. Okay, c'est lui qui tient la socket, et en gros, tu caches au plus profond de en fait, tout ce qui est external, quoi. Tu ferais la même chose si tu fais du fonctionnel avec des monades. En gros, tu dois faire de la programmation fonctionnelle, mais tu fais de l'IO, et du coup, tu as plein d'effets de bord. Le seul moyen, c'est de mettre ça dans une monade et de le mettre au plus profond. Okay. En fait, tu écartes les problèmes pour rester le plus possible sur un état le plus pur. T'as dit monade. Et j'ai dit monade, mais bon, moi, il faut bien parler de monade. Ah mais voilà, Orléans. Alors voilà, ça c'est le papier d'Orléans qui vous explique en fait comment ils ont fait ce système qui ne crache jamais. Et donc du coup, c'est ils réinstancient automatiquement un acteur A, en fait, par exemple, sur un serveur. Pourquoi ils disent un serveur? Je sais plus. Ça fait un bout de temps que je l'ai lu, ce truc. Alors, on avait vu tout à l'heure, il y a des filiations. C'est un acteur quand il crée un autre acteur, il y a une notion de filiation. Et donc, si vous prenez du si vous faites de l'AK, normalement, vous pouvez faire la supervision. Et la supervision, ça veut dire que, alors c'est une forme d'extension, il y a un héritage particulier à mettre en place. Supervision, ça veut dire que vous allez vous mettre à l'écoute des crashs des fils, donc des acteurs que vous avez créés. Et suivant la stratégie, eh bien, vous allez pouvoir dire, eh bien, je vais essayer de faire un resume de ce message, on fait un restart, on arrête ou on escalade. Là, après, c'est un choix, c'est à vous de faire ce choix-là. Donc c'est un choix, vous avez une heuristique à mettre en place, et donc suivant l'heuristique, eh bien, vous allez traiter ou pas la façon dont un acteur doit cracher ou pas. Donc l'acteur, si c'est pas géré l'événement, il remonte. Et là, vous dites, bon, tu essayes, ou je te tue et tu recommences, etc. Parce que ça peut venir d'un problème d'état, etc. C'est moins compliqué. Donc là, c'est un choix heuristique. Vous avez la possibilité de le faire.
Évidemment, là- les acteurs, comme ça reste quand même assez compliqué, enfin assez compliqué dans la façon dont on a... Le concept est simple, c'est comme tous les concepts qui sont simples, après élaborer des choses peuvent être compliqués. Et donc il y a eu il y a une approche qui a été faite qui s'appelle la gomme, notamment par Lightband, maintenant ça s'appelle, oui c'est Lightband, je vais dire TypeSafe. Lightband qui est de créer en fait tout un framework de microservices au-dessus des acteurs. Il y a aussi une couche agent qui a été faite, mais il y a un ensemble de microservices avec la gomme, et donc d'utiliser les acteurs comme architecture core, le framework core repose complètement là-dessus. Du coup, en fait, comme votre acteur, il gère un seul service normalement, en fait, on retrouve bizarrement les microservices dedans. Parce que, en fait, le microservice est un peu inclus dans le modèle acteur, et vous pouvez très bien faire, vu qu'il gère le concurrentiel et le modèle distribué, tout avec des acteurs. Vos microservices sont des acteurs, en fait. Si on y réfléchit bien, en fait, vos microservices, ils écoutent sur le network, c'est évident. Ils reçoivent des messages en utilisant un certain protocole. Normalement, c'est des process donc, qui sont isolés par votre noyau Linux ou Windows ou quoi. Et donc, du coup, vous avez une granularité, enfin, c'est des acteurs, mais avec une granularité un peu plus grosse. Okay, mais vous pouvez très bien construire tout un système avec que du AK, ou au pire, vu que c'est, on pourrait créer des ponts en fait, entre plusieurs frameworks pour avoir des frameworks, utiliser des acteurs en C, en AK ou en Kotlin ou des choses comme ça. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a un cluster AK maintenant peut être déployé dans Kubernetes typiquement. On va faire un peu de hype. Dans Kubernetes. Et si vous faites du microservice Kubernetes, maintenant on vous pousse des choses comme Istio, etc. pour faire du service mesh et compagnie, pour le contrôle plan et compagnie. Là, cet aspect acteur référence, en fait, il est porté par le système. Donc là, c'est le cluster qui est dispatché et vous n'avez plus qu'à créer vos trucs. Le principe, donc les principes que l'on a, qui classiques, qui sont le circuit breaker, etc. Vous l'oubliez, ça fait partie du système. Le système a déjà tout ça. Donc tous ces principes de base, ces principes architecturaux, qui de fait sont bien, ben, en fait, ils sont dans le système. Donc ça fait partie du système et vous pensez avec. Parce que moi, quand je vois des gens qui font des microservices, ils découpent après Istio machin, si c'est du synchrone, alors c'est synchrone, ça crache, c'est pas traité, c'est une horreur. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, chacun. Oh, le rageux. Ah, je suis très rageux, ouais. On fait des articles Testing de blog. debugging. Testing debugging. Alors, montre les tests unitaires qu'on a fait au niveau du projet. On a fait des tests unitaires? Non, mais t'es sérieux? Mais oui, je sais. Of course, on a fait des tests unitaires dépassés, il y a Laurent. Ça va tuer sinon. Attends, putain, où est-ce qu'il est Juste reviens sur IntelliJ. C'est ça. Ah, mais il faut que tu lances IntelliJ. Non, juste. Bon, là, test, ouais, parce que les gens qui font du Java, c'est une bonne idée de séparer. Qu'est-ce que je voulais montrer? Il y en a un, tu sais, on avait créé des fake acteurs ou des choses comme ça. Le gameplay peut-être. M'étonnerait. Énergie a sûrement ça. Il est au fond à chaque fois. Non, mais il est trop gros celui-là. Montre énergie, je suis sûr qu'il l'a. Attends, énergie celui-là. Ouais. Je descends. Ok, il l'a pas. Player, descend. Tout au fond, tout au fond. Généralement le mode qui. Ah, le tracer, c'est celui-là. Je sais plus. Lequel si, celui-là. Ah, c'est celui-là. Ouais, oui, non, mais c'est surtout les stubs en fait. Voilà, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on. Et rigolez pas. Ça arrive de ne pas connaître son code. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on crée des stub actors en fait à chaque fois. Donc, comme vos acteurs, ils reçoivent en paramètre des références. Ce qu'on leur fait, c'est qu'on leur donne un faux acteur qu'on implémente juste pour les tests. Et eux vont avoir une logique. Bon, du coup, si tu peux montrer le stub actor, je sais plus où il est. Je sais même plus ce qu'il fait celui-là. Le stub actor ici, tout ce qu'il fait en fait, c'est recevoir un message et le renvoyer à la même personne. C'est ça. Voilà, il redélite dessus. Il dit comme quoi il l'a reçu puis il le renvoie. Donc ça permet de faire des enregistrements et à partir de là, ça nous permet de valider un petit peu les événements qui sont envoyés, consommés. Et donc ce qui se passe, c'est que ça devient très facile de faire des TU et même des tâches d'intégration, vu qu'en fait vous communiquez par message, et du coup les stubs deviennent très faciles à faire et j'ai pas d'autres arguments dessus. Du coup on monte sur les slides. Alors, ce qui peut devenir un peu coton, c'est quand vous avez des protocoles comme on avait montré, mais qui sont encore plus gros, et du coup, vous ne comprenez plus les échanges de messages qui se passent. Okay, donc là, c'est un peu plus... Il y a des gens qui ont travaillé sur le sujet, qui ont créé ActorVerse, en gros, et vous allez annoter vos classes AK, et lui, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va faire un tracing en fait, de tous les messages, et ensuite, derrière, vous avez
ce diagramme un peu comme vous avez dans les explications des protocoles network. Vous avez tous les échanges de messages qui se sont faits avec l'ordre. Bravo. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était beau. Yes. Et donc du coup, ce qui est intéressant avec Actoverse, c'est que vous pouvez même changer en fait l'ordre des messages. Donc en fait, c'est une UI complètement cliquable. Et du coup, vous pouvez envoyer des messages avant ou des choses comme ça. C'est fait pour gérer, par exemple, vous avez des problèmes sur des logs. Messieurs, ça continue. En fait, ça fait 1h30 qu'on tourne. Ah, ça va être compliqué. Ouais, ambiance, je crois qu'on n'en parle pas. Hein. Oh, c'est dommage. Oui, Si, oui. on va en Non, parler, mais après, ça devient des maths encore plus. Non, plus pour, hein. non, il y a un truc important Alors, à dire. ce qui est par contre très intéressant, c'est Pour que. rassurer tout le monde, les pizzas sont pas encore arrivées. Donc... Ah, bah yes, on va pouvoir faire des maths. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme votre acteur est super petit, ok, au niveau de l'état, au pire, normalement, ce que vous devriez avoir, c'est juste une map ou quelque chose comme ça, ou quelques int et booléens, quelques fields à peine. Ça devient super facile en fait de faire du blue-green deployment, ok. Donc en gros, vous avez un premier acteur qui a une première version du code. Ce que vous faites, c'est que vous lancez un nouvel acteur, vous tuez les messages du dernier acteur en fait, et vous reroutez les nouveaux messages vers le nouveau. Okay, et vous pouvez même faire ça du coup sur plusieurs nœuds vu que c'est location transparency comme on l'a montré tout à l'heure. Et donc du coup faire du blue-green deployment c'est super facile avec ce modèle. En gros toutes les problématiques que vous avez dans les modèles distribués gérés à la Kubernetes, c'est compliqué mais le modèle acteur lui permet de résoudre ça de façon hyper simple. Et nous notamment dans ma boîte on le fait. Et Erlang aussi permet de changer du code à chaud et du coup changer le code et il ne s'arrête jamais. Acteur use case. Les bons use cases. Les bons use cases. Apparemment on peut faire le jeu là, comment il s'appelle déjà? Si, le gros jeu là que tout le monde joue là. Ah oui. Fortnite. Voilà, donc un gros jeu bien multijoueur où ça tabasse dans tous les sens, apparemment on peut faire ça. Donc ça utilise, eux ils utilisent AK pour une certaine partie, je ne sais plus laquelle. Je sais plus. Tiens, en continuant sur les jeux vidéo, Halo 4 aussi permet le. Halo 4 c'est du Orléans. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé Orléans en fait. Donc tout ce qui est multithreadé, tout ce qui est concurrential programming, en gros, ça devient hyper simple. Ou alors vous voulez faire des CSP avec les Go et tout ça, et du coup c'est très bien. Mais sinon le modèle acteur est très bien. Et surtout, comme vous avez de plus en plus de grosses machines à pas cher, et c'est intéressant de en fait, faire plein de choses, comme ça on va pouvoir traiter plus de choses et gagner peut-être plus d'argent. Des modèles distribués, ça c'est sûr et certain. Les choses qui ont besoin de mobilité, par exemple l'IoT. En gros, vous embarquez un acteur en fait, enfin votre système IoT est un acteur, s'il doit se déplacer des choses comme ça, ça devient très facile en fait. Et après tout ce qui est event sourcing et des choses comme ça. Notamment la personne en fait qui a inventé l'event sourcing illustre à chaque fois ça avec le modèle acteur. Moi j'en veux bien. Les cas où on n'utilise pas. Mais alors les cas où on n'utilise pas, c'est vraiment vous avez besoin de perf à fond. Parce que du coup, vu que c'est basé sur un système de messages et des choses comme ça, ça crée un overhead. Qu'on soit tous d'accord. Petite histoire, en gros, il vaut mieux travailler avec des mutex et des sémaphores plutôt qu'utiliser les channels. On peut faire un tour dans le compiler si vous voulez, c'est très marrant à voir. Donc du coup, si vous avez vraiment besoin de perf, je suis désolé, mais il n'y a que les mutex et les sémaphores. Les primitifs de base, il n'y a que ça. Mais sinon, vraiment, avec le modèle acteur, normalement, vous avez des super perfs. Et après, il utilise des implémentations comme CAF, une implémentation en C++ du modèle acteur. Il en existe en Rust qui est... comment il s'appelle déjà en Rust? Ça me fait même de... Modèle acteur? Ouais, c'est pas Rayon, c'est... Non, c'est pas Tokyo. C'est Actix. Et il y a Ricket, non. Tokyo est basé sur Actix. Non, mais l'autre, Ricker. Ricker qui est une réimplémentation en Rust de AK. Et qui, vous retrouvez les mêmes principes d'AK, mais dans Rust, c'est Ricker. Mais comme nous on a des types, on n'a pas de problème. Trop de dead letter. Compliqué. Breakpoint. Est-ce que jusqu'à ce que vous avez vu, vous avez des questions? On n'a plus que 5 minutes après, c'est un petit peu plus abstrait, mais voilà. Pas de questions? Ou alors vous êtes tous fatigués? Est-ce que ça vous apporte des réponses? Est-ce que En tout cas, est-ce que vous avez appris quelque chose déjà?
Bon, tout le monde hoche la tête. J'ai dit, chaque slide a pendant un truc. J'ai une question. Ah oui. Il y a énormément de complexité qui repose sur le framework. À chaque fois, on délègue toute la complexité en disant oui, mais c'est le système qui gère, c'est le système qui gère, c'est le système qui gère. Ouais. Ça ne représente pas vraiment, c'est un gros problème. Alors, moi je vais te donner mon avis. Mon avis, c'est que quand on fait des applications donc vraiment applicatives, des logiciels de gestion et des choses comme ça, franchement, l'IO, je m'en fous. En gros, je vais écrire du code métier propre et des choses comme ça. Et donc, ce qui t'intéresse, je pense, c'est plus créer des acteurs et que tout s'agence bien et que tu n'aies pas d'erreur, pas de pépin à runtime, parce que si ta prod tombe, ton système marche plus. Alors, si en gros, vu que le modèle est basé sur l'échange des messages et des choses comme ça devient très facile pour comme des langages comme Pony qui sont basés sur le modèle acteur ou CAF, le framework en C++, d'optimiser tout ça. En gros, ils vont optimiser les caches du CPU, des choses comme ça. Par exemple, si ton sender envoie un message à un receiver et qu'il tourne sur ton core 1 de ton CPU, c'est dans le cache, et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment du scheduling, on va lancer le receiver sur le même core. Donc du coup, la donnée, il va l'avoir directement dans le cache du CPU. Donc en gros, il y a beaucoup d'optimisations qui peuvent être faites par le système, et pour vraiment avoir besoin d'encore plus d'optimisation, il faut que tu sois vraiment sur un use case en particulier. Exemple typique sur AK, typiquement, au début, ils étaient partis sur des pools d'exécution d'exécuteurs services qui étaient sur du fork join. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des cas d'utilisation où ils ont réimplémenté, il y a un gars qui a réimplémenté un nouveau type d'exécuteur service, donc un pool de thread, qui travaille sur du work stealing, c'est-à-dire le principe c'est de voler du travail pour essayer d'éviter un minimum de switch au niveau des threads. Et donc en fait, tu te rends compte que suivant l'exécuteur pool l'exécuteur service que tu vas utiliser, tu vas voir, et ton modèle de travail, le modèle d'exécution qu'il va y avoir avec ton système AK, eh bien il va falloir choisir le bon système, etc. Donc il y a un vrai Lego, il y a un travail de tuning et comprendre en fait comment fonctionne son système, apprendre en fait du système pour choisir les bons pools d'exécution en fait. C'est pas anodin, c'est comme quand on fait du Java avec le JC. C'est pareil, c'est des machines, Java c'est facile, mais en prod c'est compliqué. C'est toujours pareil, c'est la complexité, elle vient dans la production. Et ça reste intéressant. Alors, un dernier point rapidos. Alors ça c'est sa slide, on la laisse. Un dernier rapidos. Ce qu'on a vu en fait, c'est, vous avez vu que le principe, là ce qu'on a vu, c'est on a un calcul distribué, etc. Et donc il y a des formalismes qui ont été faits, comme le join calculus. Donc join calculus, c'est grosso modo mes systèmes de rendez-vous, consommation d'événements, et on active des process. Le M-calculus dont je parlais tout à l'heure, et l'ambient calculus de Cardelli sont des calculs qui ont été faits pour la distribution. Sauf qu'il y a une chose qu'on a vue, la mobilité des acteurs, on la traite nous-mêmes, on est obligé de la traiter. Et bien en fait, il faut savoir que les deux derniers formalismes intègrent la notion de mobilité dans le calculus, c'est-à-dire que ça fait partie même du formalisme. Et donc ça veut dire que non seulement on embrasse l'aspect concurrent, l'aspect distribué, mais l'aspect mobilité, qu'on n'a pas dans AK, dans les systèmes d'acteurs. La notion de mobilité, c'est quelque chose qui est, on va dire, implicite, qui est au fil de l'eau. Là, on va le formaliser. Et ça, c'est important parce que, bon, ça, c'est basé sur des calculs, des travaux qui datent de 2001, donc ça commence à dater. Il y a un calculus, on explique ce que c'est qu'un process, il y a des intentions, et les intentions, ce qu'on appelle capabilité, c'est capacité de je veux entrer, je veux sortir, etc. Donc, et il faut je veux entrer, je veux sortir. Il faut imaginer que votre monde, en fait, il n'est pas à plat, c'est des boîtes dans des boîtes, et ces boîtes peuvent être sur des clusters différents, et ensuite vous dire, ben, je sors d'une boîte pour entrer dans une autre boîte, etc. Et c'est des intentions que vous donnez dans votre calculus. Un exemple typique, vous pouvez définir une boîte M et une boîte N, on peut imaginer deux boîtes, et dans cette boîte, vous avez R qui est un processus, N, P qui est un processus, et vous dites, en fait, cette boîte-là, je veux qu'elle aille dans M. Et donc, il y a des règles de réduction qui vont permettre de dire, eh bien, N rentre dans M. Et donc, on met en place, par un formalisme, un principe de mouvement. Et si on repense dans ça par des boîtes, eh bien, on avait à un instant T cette chose-là, et elle va se réduire par cet aspect-là. C'est-à-dire qu'une boîte consomme le in, et la boîte rentre dans l'autre boîte. Donc on embrasse complètement, en plus des aspects communication, distribution, des aspects mobilité. Et ça, c'est super important. Et ça, vous le définissez, vous pouvez même le prouver formellement que ça va marcher. Voilà. Okay. Donc du coup, pardon, reviens. Juste un coup, vous avez vraiment cette boîte-là, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un serveur, une JVM, ce que vous voulez.
c'est pas grave. C'est Vous conceptuel. avez ce process-là qui a ces droits-là, et en fait, une autre M, N va rentrer dans M, donc va devenir un sous-process de... Enfin, N va devenir un sous-process de M, et N contient P, et donc du coup, vous avez tout qui tourne sur la même machine. Okay. Par exemple, Elasticsearch, dans un moment, ils avaient des grosses migrations de clusters à faire, et Elasticsearch utilise AK. Pour prouver que leur migration allait marcher, ils ont utilisé un formalisme comme celui-là. Okay. Et après, ils l'ont recodé, ils l'ont descendu, enfin, quand ils ont implémenté ça, à un moment, il faut bien l'implémenter, le recaquer sur du physique, parce que là, ça risque des maths. On remet ça au niveau acteur, et du Scala, et on code. Alors, il faut savoir que le UK Cardelli qui est derrière ça, il a généralisé même aux mécaniques biologiques, c'est-à-dire qu'il explique comment marche une mitochondrie. Il a fait ce qu'on appelle le Brown Calculus, alors c'est une extension, c'est une évolution, et fait montrer qu'en fait, les aspects calcul, l'aspect nature, etc., il y a des choses qui sont très communes sur les envois de messages, etc. Et voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter. Donc après, on devait parler d'Ambient Talk, on va peut-être... Alors, Ambient Talk, c'est juste une implémentation du modèle ambiant que vous avez vu, qui utilise des acteurs. Juste, je vous la fais rapidos. Vous avez un producteur et un consumer. Celle-là, je vais la faire slide by slide. C'est juste pour vous montrer en fait que même le modèle acteur, il a le... T'appuies. Merci. Ah oui. What? T'appuies trop. Ouais, merci. Non. Ouais, c'était ça. Bon, touche à rien, je vais faire sans. Vas-y. C'est juste pour montrer, par exemple, vous avez des systèmes de service discovery. Un exemple, c'est quoi? C'est Consul qui permet de faire du service discovery? Oui, merci. Bon, j'ai entendu un oui, donc c'est ça. Et donc, du coup, dans les systèmes distribués, quand on fait du microservice comme on le fait sans le modèle acteur, on a besoin de pièces comme Consul, des choses comme ça. Et là, en fait, on voit qu'on arrive à l'embarquer carrément dans le système du modèle acteur et le retrouver au niveau du langage. Et après, c'est géré, bien sûr, par notre système en dessous. Et donc, par exemple, là, c'est juste un service écho. Donc, on définit un service sur une machine 1 qui, quand elle va recevoir un message de type écho, elle va juste printer le message. Okay, et dans leur truc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un service, okay, ils l'exportent, ce service, dans le système, et ensuite, ils activent le network. Dans le producteur, ce qui se passe, c'est qu'on crée un autre écho, et on lui dit, dès que tu découvres un éco-service, tu exécutes ce code-là. Okay, le win-win 2 minutes, je ne sais plus ce que ça fait, mais c'est pas grave. C'est une timeout. Ah, c'est timeout? Ouais. C'est-à-dire que tu as 2 minutes pour le découvrir. Ah, t'as 2 minutes? Je crois bien. Bon, c'est pas grave. Je crois pas que ce soit ça, mais c'est pas grave. On active le réseau, ok, donc les deux ont activé le réseau. En fait, j'ai pas ma machine, donc là on a connecté cette machine, on va pas changer de machine pour la vidéo. Et sinon, je vous aurais fait avec la démo. Si vous me la demandez, je vous la fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Là, le EcoF, donc du coup, on a reçu la référence parce qu'on a découvert sur le réseau qu'il y avait un autre service qui tournait, qui a été exporté ici. Du coup, on va pouvoir lui envoyer un message. Et du coup, ce qu'aurait fait la démo, c'est qu'elle aurait printé ici sur cette JVM-là le message. Et en fait, ici, du coup, l'acteur qui était de ce côté de cette JVM avait envoyé un message à travers. Et après, là, c'est pour montrer qu'ils sont capables aussi d'avoir le beacon et aussi d'avoir les futurs. Donc ça, c'est pour montrer des futurs. On nous fait signe qu'il faut arrêter. Voilà. Donc le lien des slides, donc ça, c'est pas le bon lien des slides, mais du coup, on va le détruire. Merci de nous avoir écoutés, ça nous a fait très plaisir de donner ce talk un peu académique et je vous avais prévenu au début. Il y a eu combien de fois le mot calculus sorti? Je sais pas, mais tu sais que pour Breadscamp, on n'a que 50 minutes. On a fait une 40. Ah, mais j'ai fait 45 en Ukraine, donc ça passe. Non, mais du coup, voilà, les breakpoints vous ont permis de, à mon avis, poser pas mal de questions. Est-ce que vous avez des questions? Dernière question? Ouais. Une question dans la mesure où tu restes dans le cadre d'une box, c'est-à-dire tant que tu n'as pas de problème de distribution. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se pencher vers un modèle agent plutôt qu'un modèle acteur? Alors, c'est là où... c'est quoi le modèle agent pour toi? Parce que généralement, j'ai pas la même définition. La définition, il faut donner la définition. Donc pour moi, ce serait... tu as le même aspect de protection de ton état par un agent que par un acteur. Parce que tu n'as pas de notion de mailbox en fait. Et il y a aussi l'aspect... en fait, envoyer des comportements plutôt qu'envoyer des messages. Ouais, en fait, du coup, il y a... C'est l'agent as process en fait. Ouais, l'agent as process, ok, je vois ce que tu veux dire. Le truc, c'est que le modèle agent, le vrai modèle agent,
La différence, c'est qu'en fait, le modèle agent englobe le modèle acteur, en théorie. Et en fait, un acteur est rétroactif. Il ne fait rien tant que tu ne lui envoies pas de message. Okay, même au start, si vous voulez démarrer la machine, vous allez créer vos acteurs. Et dans le main, en fait, il va falloir envoyer un premier message à quelqu'un parce qu'il faut bien activer la machine. Et donc, par contre, les agents sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils agissent tout le temps. Okay, et leur grosse différence aussi, c'est qu'ils évoluent dans un environnement, là où les acteurs, pas vraiment. Et donc, comme tu disais, en fait, soit ils communiquent par l'environnement. Par exemple, si je te prends le cas de fourmis, notamment les algorithmes de Ant utilisent beaucoup les agents, voilà. Et du coup, tu communiques par l'environnement en changeant l'état de l'environnement pour prévenir les autres agents. Et du coup, j'ai pas de finalité. mais tant que tu restes dans les limites d'une boîte, le fait d'avoir fait de la limitation sur plusieurs références, tu peux, je sais pas, par exemple, tu peux l'englober dans une STM, pour avoir une opération atomique sur plusieurs références. Ouais. À partir du moment où tu fais de la distribution, c'est mort, c'est bien compliqué. Mais tant que tu restes dans le cadre d'un nœud, par exemple, sur votre simulation de jeu, tant que tu restes à l'intérieur des bordures, est-ce qu'un modèle comme ça, en termes de performance, est-ce que le fait de partager un espace mémoire, mais là, voilà, une encapsulation et une protection de cette zone mémoire, plutôt d'envoyer des messages, d'échanger des messages, est-ce que ça c'est pas plus intéressant? Pour avoir fait pas mal de concurrentiel en single node et avoir implémenté du coup un framework d'acteurs en Rust qui optimise vachement les accès mémoire, vraiment j'avais essayé avec des mutex et des choses comme ça et l'overhead était de quasi 5%. Quoi. Pourtant j'avais des millions d'acteurs qui tournaient, c'était un SimCity le truc. Donc il y avait je pourrais en créer 1 million, 1 milliard, tant que tu veux. Et en fait, ouais, tout va être l'implème, quoi. Et je pense pas que le modèle agent va vraiment résoudre le problème. Parce qu'en fait, de toute façon, un agent, c'est juste un acteur, c'est juste un agent qui est juste rétroactif. Mais vraiment, dans le modèle agent, tu as aussi la communication par message. Tu as l'environnement et le message. Et en fait, ton environnement, c'est aussi un agent. En fait. La meilleure des choses serait de en fait tout garder en agent ou en acteur. Moi, j'ai vraiment une différence entre la difficulté de définition entre acteur et agent est compliquée. Moi, elle est simple, mais bon. Est-ce qu'on a une dernière question? Ah, ok. Qui veut gagner tous les crédits? Non, j'ai une autre question. À un moment, vous avez abordé la notion de protocole, quand vous nous avez montré votre schéma, Myriamette, vous avez défini le protocole, machin. Est-ce que vous avez touché au... Je ne connais pas, donc c'est par simple curiosité. Au session types et au multi-party session types. J'ai rien compris. Okay, c'est quoi un session type? En fait, ça va être un système de typage, mais étendu à la communication entre les deux entités. Multi-party entre... Mais si, mais si, c'est pour être sûr que ton protocole soit juste avec la dualité. Ok. Je voulais le faire. J'ai lu le papier comme toi, à mon avis, on a lu le même. Et c'est intéressant. En gros, bon, on rattrape tout le monde parce que c'est le problème entre deux microservices, c'est que s'ils ne parlent pas le même protocole, vous avez un pépin. Okay, et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on crée une session type. Donc c'est juste, on utilise le système de typage. Et pour dire, donc cet aspect de dualité, c'est à un message que j'envoie, il y a forcément une méthode, quelque chose pour arriver à capturer ce message. Ici, c'est pas géré. Du coup, ça part en modèle acteur, ce sera une letter ou des choses comme ça. Vraiment, mettre ça dans le modèle acteur ou agent, c'est vraiment intéressant. Quand tu définis ton protocole, c'est ce qu'il faudrait, en fait, quand tu définis tes deux interfaces, il faudrait qu'un truc, que AK puisse te dire, ok, les deux sont compatibles. Ça ne rejoint pas les définitions d'agents et d'ontologie, notamment qui avaient été définies avec les systèmes, avec le DOD? Non, l'ontologie, c'est juste quand vraiment tu vas recevoir ton message, tu es sûr de le comprendre comme l'autre l'aurait dit. C'est pas forcément... Parce qu'il y a un protocole de négociation à voir, etc., pour savoir s'ils font s'entendre et ensuite établir cette communication. Je sais pas. Enfin, les session types, en tout cas, c'est encore en mode recherche, et c'est ce qu'on va essayer de rajouter dans les architectures distribuées de microservices. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
C'est le moment de se lâcher. Je prends tout. Remarque, flot de haine. Il y a une odeur de pizza. Ah, il y a une odeur de pizza. Je crois que tout le monde a faim. Merci pour tout.